Avant même le premier coup de feu, avant que les chars ne grondent à travers l'Europe ou que les avions ne hurlent dans le ciel, chaque armée faisait face à un défi universel et peu glorieux, nourrir ses soldats sans les tuer au passage. Soyons honnêtes, quand on pense à la Seconde Guerre mondiale, on imagine des batailles, de la bravoure et des actualités en noir et blanc. Rarement on se pose les vraies questions, celles qui tâchent, du genre, le mec qui a pris d'assaut la Normandie, il avait déjeuné? Et si oui, qu'est-ce qu'il avait bouffé? Spoiler, pas des pancakes. Nourrir des millions d'hommes à travers les continents, c'était pas juste une expérience culinaire, c'était un cauchemar logistique avec une louche de dysenterie. Les rations devaient être portables, non périssables, bon marché et, de préférence, ne pas te donner envie de chialer après les avoir mangés. Le goût était une lointaine cinquième priorité, quelque parentre n'explose pas si tu le laisses tomber et n'attire pas les rats. Chaque nation a abordé le problème différemment. Les Américains ont essayé de trouver la solution scientifique à la subsistance, en produisant des petites boîtes d'optimisme appelées rations K. Les Allemands, au début de la guerre, envoyaient leurs troupes avec de la viande consistante et du seigle, puis ont fini par tout remplacer par un truc qui ressemblait à une punition en conserve. Les Britanniques se cramponnaient au thé comme si ça maintenait l'Empire ensemble, et c'était probablement le cas. Les Soviétiques faisaient bouillir du chou comme si c'était une tradition sacrée. Et les Japonais, eh bien, ils étaient censés voyager léger et se battre dur, parfois juste avec des boules de riz et de l'espoir. La nourriture, c'était pas juste du carburant, c'était le moral. Un repas chaud pouvait remonter le moral, une boîte froide de cornets de bif graisseux pouvait le détruire. Certains soldats développaient une affection pour leur ration, d'autres juraient de ne plus jamais remanger un cracker. Beaucoup rêvaient non pas de gloire ou de victoire, mais de pain beurré et de tout ce qui ne venait pas emballé dans du papier Kraft. Et pendant que les généraux débattaient de stratégie dans les salles de guerre, les soldats dans les tranchées troquaient du chocolat contre des cigarettes et priaient pour que le mec à côté d'eux ne ronfle pas pendant l'appel aux messes. Alors ce soir, on ne parle pas des batailles gagnées ou des frontières redessinées. On parle de spam, de crackers, d'œufs en poudre et de la vraie guerre entre les soldats et le contenu étrange et suspect de leur boîte de rations. Parce que s'il y a une vérité universelle à propos de la guerre, c'est que tout le monde doit manger, même si la nourriture se rebelle. Ok, t'es un soldat américain pendant la Seconde Guerre mondiale. T'as marché 15 bornes, t'as essuyé 6 fusillades et t'as pas vu de toilette à chasse d'eau depuis des semaines. Ton estomac fait des bruits qui pourraient être qualifiés d'artillerie. Qu'est-ce que tu reçois? La ration K. Un miracle compact de calories emballé dans du carton, conçu par des gens qui n'en ont clairement jamais mangé eux-mêmes. Décomposons ça. La ration K arrivait dans 3 boîtes, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Elles avaient à peu près la taille d'une petite brique et parfois la consistance d'une. Chaque boîte contenait juste assez de nourriture pour être techniquement qualifiée de nutrition, tout en te préparant émotionnellement au combat via une déception culinaire. Le petit déjeuner commençait fort, une boîte de jambon et d'œufs, qui n'était ni jambon, ni œuf. Pense à la texture du spam qui rencontre une plaque de plâtre. Ajoute des crackers durs comme de la pierre, du café instantané, de la limonade en poudre. Pourquoi? 2 ou 3 chewing-gums, 4 cigarettes parce que rien ne vaut une Malbe pour un petit déjeuner équilibré, le clou du spectacle, une seule feuille de papier toilette. Une seule. Fais gaffe à comment tu l'utilises. Le déjeuner n'était pas mieux. Tu pouvais avoir de la pâte à tartiner au fromage avec plus de produits chimiques que de fromage, un autre tas de biscuits à te casser la mâchoire et une barre chocolatée si dense qu'elle pouvait servir de blindage pour un tank. Pas de cuillère? Pas de problème, utilise ton couteau, un bout de bois ou ta rage aveugle pour la sortir. Le dîner, c'était viande et haricots, qui ressemblait à une scène de crime en boîte. Avec ça, encore des crackers, plus de chewing-gum et parfois, si tu priais fort, une petite barre de fruits qui avait le goût de quelqu'un qui a murmuré le mot aux pommes au-dessus d'un morceau de bois. Malgré leur goût, les rations K étaient des merveilles nutritionnelles, environ 3000 calories par jour, pleines de protéines, de graisse, de sucre et juste assez de saveur pour être sûr que tu ne prennes pas accidentellement du plaisir. Les troupes échangeaient souvent les composants, comme des traders en prison, des cigarettes contre du chocolat, du fromage contre des crackers, tout pour éviter le traumatisme du jambon. Mais de temps en temps, tu trouvais une barre Hershey. Du vrai chocolat, du vrai réconfort. Pour une bouchée, t'étais plus dans la boue, t'étais de retour à la maison. Rien que ça valait la peine de supporter le reste de la ration. Alors oui, la ration K était sèche, bizarrement carrée et avait un peu le goût de la guerre. Mais au final,
C'était le carburant qui a aidé à gagner un conflit mondial, un produit carné douteux à la fois. Si la ration K était la vision du repas de l'armée, alors la ration D était leur idée d'une menace pour la survie déguisée en dessert. La ration D ressemblait à une barre chocolatée, était emballée comme une barre chocolatée et était distribuée aux soldats comme une barre chocolatée. Mais c'est là que les similitudes s'arrêtaient. Parce que ce n'était pas ton petit Hershey's Kiss mignon. Non, la ration D a été conçue en coordination avec l'armée américaine pour faire 3 choses. 1. Ne pas fondre. 2. Durer éternellement. Et 3. Avoir le goût du désespoir absolu. Elle avait à peu près la taille d'un jeu de cartes et était assez dense pour arrêter une balle. En fait, certains soldats juraient que c'était arrivé, que ce soit dans leur sac ou dans leurs intestins. Les ingrédients étaient techniquement de la nourriture, chocolat, sucre, farine d'avoine et un peu de graisse de cacao. Le résultat? Une brique marron qui pouvait servir d'arme contondante ou de matériau de construction d'urgence. Pourquoi a-t-elle été faite comme ça? Parce qu'elle devait survivre aux tropiques, au désert et à la toundra gelée sans se transformer en bouillie. Et l'armée a spécifiquement demandé qu'elle soit peu appétissante, pour que les soldats n'en mangent pas à moins d'être vraiment affamés. Mission accomplie. La barre était si dure qu'en mordre sans la ramollir d'abord pouvait entraîner des urgences dentaires. Certains gars essayaient de la râper dans de l'eau chaude, d'autres la regardaient juste avec confusion. Quelques-uns, selon la légende, l'utilisaient pour enfoncer les piquets de tente. Mais bon, elle avait des calories, environ 600 par barre, ce qui pouvait maintenir un homme en vie pendant une journée de combat, à peine. Si t'étais coincé derrière les lignes ennemies ou dans une tranchée avec rien d'autre que ton fusil et de mauvaises décisions, la ration D pouvait juste te sauver la vie. Émotionnellement, pas tellement. Au crédit de l'armée, ils ont fini par réaliser que nourrir les troupes avec du chocolat qui servait aussi de maçonnerie n'était pas génial pour le moral. Les versions ultérieures de la ration D sont devenues légèrement plus douces et vaguement plus comestibles, mais les dégâts étaient faits. Les soldats se souvenaient de la barre originale avec la même tendresse qu'on se souvient d'une opération dentaire. Alors la prochaine fois que tu entends quelqu'un dire « le chocolat rend tout meilleur », souviens-toi de la ration D, la barre qui a prouvé le contraire. Si la ration K était la nourriture de survie et la ration D la punition comestible, alors la cuisine de campagne était la seule chance pour un soldat de manger quelque chose de chaud, de reconnaissable et seulement légèrement déprimant. Les cuisines de campagne, aussi connues sous le nom de chariots de misère roulants, étaient des unités de nourriture mobiles tirées par des camions ou des chevaux. C'était la tentative de l'armée de faire de la gastronomie en déplacement. Et par gastronomie, on veut dire pas froid et en conserve. Ces cuisines sortaient des marmites de ragoût de la taille d'une usine, des haricots, des substances ressemblant à de la sauce et assez de café pour alimenter une division d'infanterie à travers une légère crise existentielle. Les repas étaient servis façon cafétéria. Tu faisais la queue avec ton kit de messe fidèle, un plateau en métal qui avait l'air de sortir d'une expérience scientifique, et tu avançais en priant pour que le mec devant ne prenne pas la dernière louche de quelque chose qui ressemblait vaguement à de la viande. La nourriture était servie avec une précision militaire. Une louche pour toi, un regard suspect au prochain soldat. Le menu? Ça dépendait de où tu étais. En Europe, tu pouvais avoir du bœuf émincé à la crème sur du pain grillé, affectueusement et définitivement rebaptisé par les troupes SOS ou au stuff on a chingle, truc sur une plaque, bien que la plupart utilisaient un mot moins poli. Dans le Pacifique, t'avais de la chance si ce n'était pas juste du riz et des fragments de hot-dog nageant dans du bouillon. Le café, par contre, était sacré. Il était fort, amer et brassé en quantité suffisante pour réanimer les morts. Les soldats le buvaient chaud, froid, noir ou avec du lait en poudre, tant que ça les gardait éveillés et en colère. Le meilleur aspect de l'expérience de la cuisine de campagne? L'odeur. Ça voulait dire que la nourriture arrivait. Le pire aspect? Tout le reste. Ta nourriture était servie en plein air, souvent sous la pluie, la neige ou dans le genre de boue qui avait son propre écosystème. Tu t'asseyais sur des rochers, des casse-cou par terre. Il n'y avait pas de fourchette, il n'y avait pas d'ambiance, juste toi, tes potes et une boîte de haricots qui était peut-être plus vieille que ton commandant. Pourtant, quand elle était chaude et vaguement mâchable, la nourriture de la cuisine de campagne ressemblait au paradis. Ce n'était pas glamour, mais dans un monde de chaos, de balles et de rations K, c'était ce qui se rapprochait le plus de la nourriture réconfortante. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les soldats allemands marchaient au combat avec assurance, des uniformes propres et quelque chose de rarement vu en temps de guerre, de la vraie nourriture qui ressemblait à de vrais repas.
La ration de la Wehrmacht du début de la guerre était carrément luxueuse comparée à ce que la plupart des autres armées avalaient de travers. Le paquet standard du soldat comprenait du pain de seigle, des saucisses, du beurre, du fromage, de la viande en conserve, de la confiture et du café, enfin, du café, dont on parlera plus tard avec le dégoût qu'il mérite. Chaque soldat était censé porter sa propre nourriture pendant quelques jours, une noble idée jusqu'à ce qu'on réalise le poids que ça représentait une fois qu'on ajoutait des fusils, des munitions, des grenades et des engelures. Pourtant, les rations allemandes étaient construites autour du concept de 3 repas chauds par jour, avec des cuisines de campagne qui traînaient derrière comme des food trucks légèrement surmenés. Le petit déjeuner pouvait être du pain de seigle noir avec de la confiture ou du beurre, plus ce faux café torréfié à base de gland. Le déjeuner, de la viande en conserve, du fromage et peut-être 1 ou 3 pommes de terre bouillies. Le dîner, si t'avais de la chance et que t'étais pas activement bombardé, pouvait être de la soupe ou du ragoût fait avec ce qui bougeait encore ce matin. La saucisse, en particulier la Mettwurst et la Leberwurst, était un aliment de base. C'était facile à transporter, plein de protéines et vaguement réconfortant. Aussi incroyablement odorant dans une boîte scellée, ce qui transformait chaque tranchée en un mélange de fer, de sueur et d'arômes de porc épicé. Et bien sûr, les Allemands avaient du pain. Du bon pain, du vrai pain. Les soldats se souvenaient souvent plus de la perte d'accès au pain approprié que de la perte d'un lit chaud. Un vétéran de la Wehrmacht a décrit le pain de ration comme la seule douceur dans une guerre par ailleurs très dure. Les cuisines de campagne soutenaient ce système, faisant bouillir des marmites fumantes de ragoût, de viande bouillie et de boulettes quand c'était possible. Le moral était élevé, les estomacs relativement pleins et l'efficacité allemande semblait imparable. Mais, et il y a toujours un mais, cet âge d'or des rations allemandes n'allait pas durer. Au fur et à mesure que la guerre s'étendait et que les lignes d'approvisionnement s'étiraient, la saucisse est devenue aigre, le pain rassis et les cuisines de campagne autrefois fières se sont retrouvées bloquées dans des forêts gelées avec rien d'autre que des pommes de terre gelées et des souvenirs patriotiques. Pourtant, pendant un bref moment rempli de saucisses, le soldat allemand moyen avait quelque chose de précieux en guerre, de la nourriture chaude, de bons substituts de café et l'illusion que tout ça pourrait être fini pour Noël. Alors que la Seconde Guerre mondiale s'éternisait et que le rêve d'Hitler d'une gloire de Blitzkrieg se transformait en un cauchemar logistique, les rations allemandes ont pris un virage serré directement vers le pays du Ersatz. Un mot allemand qui signifie essentiellement imitation ou, plus précisément, ceci n'est pas de la nourriture, mais on l'appelle quand même comme ça. En 1942, les choses devenaient créatives. Le vrai café avait disparu, remplacé par le Ersatzkaffee, un mélange charmant de glands torréfiés, de chicorée, de betteraves sucrières ou d'orge. Ça sentait le désespoir et avait le goût de quelque chose brassé dans une vieille botte. Ça ressemblait techniquement au café si t'avais jamais bu de café avant et que t'étais très indulgent. Le pain, autrefois foncé, copieux et soutenant l'âme, était maintenant plein de charge, de sueur de bois, de farine de paille, de fécule de pommes de terre et de tout ce qu'il pouvait légalement réduire en poudre. Tu pouvais toujours l'appeler pain, mais tes dents seraient en désaccord. Certains soldats plaisantaient en disant qu'il servait aussi de rembourrage pour casque. Le beurre a également disparu, remplacé par le Ersatz margarine, une graisse pâle et insipide qui était à la fois huileuse et crayeuse. La viande est devenue un souvenir. Des boîtes de produits carnés ont commencé à apparaître. Les étiquettes ne précisaient pas l'animal et, honnêtement, il valait mieux ne pas demander. Même les saucisses, ce pilier sacré de la cuisine allemande, étaient diluées. La viande de cheval est entrée dans le mélange, puis la charge de navet. Finalement, certaines saucisses contenaient jusqu'à 40% de matière végétale. Imagine mordre dans une bratwurst et obtenir une bouchée de journal humide. Bienvenue dans la chute culinaire du Reich. Le problème n'était pas seulement le goût. Ces rations ersatz manquaient de nutriments, de calories et de morale. Les troupes à l'Est brûlaient des milliers de calories par temps sous zéro et recevaient de la nourriture qui ne pouvait même pas nourrir un teckel. La famine, la maladie et le désespoir ont suivi. Les soldats sont devenus inventifs, faisant bouillir du cuir de chaussures, troquant avec les habitants ou pillant les lignes d'approvisionnement ennemies juste pour obtenir quelque chose de réel. Une seule barre de chocolat américaine valait plus qu'une pile de pain de la Wehrmacht. Ce qui avait commencé comme une machine de guerre efficace alimentée au carburant était maintenant alimenté à l'eau de chou et au mensonge de caféine. Les Allemands avaient commencé avec de la vraie nourriture, maintenant ils mâchaient de la misère et l'avalaient avec des racines torréfiées. S'il y avait un endroit où la nourriture allait mourir pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était le front de l'Est. S'étendant sur des milliers de kilomètres de Berlin jusqu'aux entrailles gelées de la Russie,
le front de l'Est était l'équivalent logistique d'essayer de gérer un service de livraison de pizza à travers un glacier tout en se faisant tirer dessus, bombardé et, occasionnellement, mangé par des loups. Les soldats allemands, qui se régalaient autrefois de saucisses et de seigle, se retrouvaient accroupis dans des congères avec les doigts gelés et l'estomac vide. Les rations rétrécissaient, les lignes d'approvisionnement s'effondraient et le moral fondait plus vite que la soupe, c'est-à-dire pas du tout. Parlons de cette soupe. Un repas sur le front de l'Est signifiait souvent de l'eau chaude avec quelques pelures de pommes de terre si t'avais de la chance. Si t'en avais pas, c'était juste de l'eau gelée solide au moment où elle arrivait à toi. Le pain arrivait moisi ou pas du tout. La viande n'était qu'une rumeur. Les soldats brûlaient du bois de chauffage précieux non pas pour se réchauffer, mais pour décongeler leurs conserves de viande, qui pouvaient être du bœuf, du porc ou de l'optimisme recyclé. Et que Dieu t'aide si l'étiquette était effacée. Tu devais te frayer un chemin à travers le mystère en reniflant. En hiver, les hommes faisaient bouillir de la neige pour l'eau potable, chauffaient les boîtes sur les blocs moteurs et parfois mangeaient de la neige par désespoir, ce qui semble inoffensif jusqu'à ce qu'on réalise que ça fait. Baisser ta température corporelle et te rapproche d'un pas de mourir de froid avec une bouchée de gadou. Ensuite, il y avait les rats. Audacieux, gras et étrangement bien nourris. Certaines unités ont eu recours à les attraper et à les cuisiner. D'autres considéraient les rats comme des rivaux, se volant des restes les uns aux autres dans des batailles nocturnes que les historiens n'enseignent heureusement pas dans les salles de classe. Le désespoir a également conduit au troc. Les soldats échangeaient des cigarettes contre du pain, des boutons contre du sucre ou une paire de chaussettes contre une demi-pomme de terre bouillie. Une seule cuillère de confiture pouvait déclencher une bagarre. Si t'avais du chocolat, t'étais un dieu. Malgré la faim, le froid et le manque de tout ce qui ressemblait à un repas équilibré, les soldats ont enduré. Ils ont plaisanté, juré et mangé tout ce qu'ils pouvaient grappiller. Mais chaque repas est devenu un rituel sinistre. Déballe la boîte, dis une prière silencieuse et espère qu'elle ne te mordra pas. Sur le front de l'Est, la nourriture n'était pas seulement rare, c'était un jeu cruel de survie joué une cuillère glacée à la fois. Si les troupes allemandes sur le front de l'Est mangeaient de la misère, les soldats soviétiques mâchaient de la pure volonté. L'approche de l'armée rouge à la nutrition était simple, si ça remplissait un estomac et ne te tuait pas immédiatement, c'était le dîner. Les rations officielles, pain noir, soupe aux choux, porridge de sarrasin, cacha, quelques pommes de terre bouillies, peut-être du poisson séché et le toujours fiable thé non sucré. En hiver, ce thé était généralement de la neige fondue avec une brindille dedans. La viande était inscrite sur le papier, oui. En réalité, elle était aussi rare qu'un bain chaud à Stalingrad. Quand la viande apparaissait, elle était qu'elle arrivait, elle était souvent tellement salée que la mâcher était plus un exercice de la mâchoire qu'un repas. Malgré tout, c'était considéré comme un luxe. Les soldats léchaient la graisse des vieilles boîtes de conserve juste pour savourer le souvenir. Et puis il y avait le pain, un aliment de base de chaque repas soviétique. Il était grossier, noir et fait avec n'importe quel grain qu'il était encore légal de manger. Il était aussi strictement rationné. Une portion typique pouvait tenir dans ta paume et être engloutie en 2 bouchées si tu n'essayais pas de la faire durer en la léchant lentement, comme une triste sucette de guerre. Le chou était le héros de la cuisine soviétique. En soupe, en ragoût, farci, râpé ou fermenté, s'il y avait une marmite, il y avait du chou dedans. Tellement de chou, en fait, que certains soldats soviétiques plaisantaient en disant qu'ils le sentaient dans leur sommeil et rêvaient de devenir des navets juste pour échapper au cycle. Encore faim? Bien. Maintenant tu comprends le régime alimentaire soviétique en temps de guerre. Les soldats partaient régulièrement au combat sous-alimentés et surmenés. Les rations étaient censées être livrées quotidiennement, mais dans les zones ravagées par la guerre, c'est devenu quand c'était possible, ce qui signifiait souvent jamais. Alors ils improvisaient. La recherche de nourriture est devenue un mode de vie. Les soldats déterraient des pommes de terre gelées dans des fermes abandonnées, tiraient sur des animaux sauvages quand ils le pouvaient et échangeaient des cigarettes ou des bottes de rechange contre un œuf à la coque. Parfois, ils faisaient même du troc avec les Allemands, de la nourriture contre du silence. Incroyable, ils enduraient, mal nourris, épuisés, mais implacables. Les troupes soviétiques avançaient grâce aux vapeurs et aux choux bouillis, prouvant que parfois, ce qui nourrit un soldat, ce ne sont pas les calories, c'est la pure obstination alimentée aux choux. Quand les rations officielles s'épuisaient, ce qui était souvent le cas, les soldats soviétiques ne mouraient pas de faim en silence. Ils s'adaptaient bruyamment, avec créativité, désespoir et parfois les sensibilités culinaires d'un raton laveur. Les troupes de l'armée rouge transformaient l'improvisation sur le champ de bataille en un sport extrême.
Imagine, t'es un soldat à l'extérieur de Leningrad, t'as pas vu de camion de livraison depuis une semaine, ta soupe aux choux n'est plus que de l'eau avec une feuille flottante et ton dernier morceau de pain noir a fait pousser une barbe. Qu'est-ce que tu fais? Option 1. Chercher de la nourriture. Les soldats ratissaient la campagne à la recherche de tout ce qui était vaguement comestible, des bailles, de l'écorce d'arbres, de l'herbe bouillie, des pissenlits, même des bulbes de fleurs. Une unité particulièrement ingénieuse a trouvé comment rôtir du cuir de chaussure. Pas parce que c'était bon, ça ne l'était pas, mais parce que c'était techniquement organique. Option 2. Faire du troc. Une paire de chaussettes de rechange pouvait te rapporter une pomme de terre, une montre cassée peut-être une cuillerée de saindoux. Le tabac était une monnaie, le savon était de l'or et si tu avais une boîte de conserve de viande, tu pouvais convaincre quelqu'un d'écrire une lettre à ta famille et de nettoyer ton fusil. Option 3. Voler, ou comme il disait, logistique non autorisée. Les soldats soviétiques pillaient occasionnellement les avant-postes allemands abandonnés juste pour la nourriture. Un vétéran de l'armée rouge se souvenait de l'euphorie pure de trouver une boîte de saucisses de la Wehrmacht. La première fois, j'ai pleuré et salivé en même temps. Les cuisines de campagne, quand elles fonctionnaient, étaient des maîtres de la cuisine mystère. Les cuisiniers y jetaient tout ce qu'ils avaient, des betteraves, des oignons, de la viande mystère, des légumes marinés de 1913. La soupe résultante était rouge, chaude et suspectement moelleuse, mais elle te faisait tenir le coup, la plupart du temps. Et pourtant, le moral ne s'effondrait pas. Pourquoi? Parce que la culture soviétique glorifiait la souffrance comme une preuve de force. Les soldats transformaient la privation en un signe d'honneur. Ils racontaient des blagues sur leur ration, ils chantaient des chansons sur le poisson séché, ils donnaient des noms à leurs gobelets en étain, ce qui était soit de la camaraderie, soit une légère hallucination. Dans l'armée rouge, l'heure du repas n'était pas une question de goût, c'était une question de survie. Chaque bol de bortsch, chaque miette de pain était une déclaration, nous sommes toujours là. Si la Seconde Guerre mondiale était jugée uniquement sur la performance culinaire, l'armée britannique aurait pu être forcée de se rendre à son propre menu. Les soldats britanniques ne mangeaient pas, ils enduraient. Leur ration était une guerre dans la guerre, un rituel quotidien de punition sans saveur arrosé d'un optimisme éternel et d'autant de thé que possible. Commençons par la Sainte Trinité, le thé, les biscuits hardtack et le bully beef. Le thé était tout, plus qu'une boisson, c'était le moral sous forme liquide. Les soldats le préparaient dans des mugs en étain, des gamelles, des casques, tout ce qui pouvait retenir la chaleur et ne pas trop fuir. Parfois, il n'y avait ni lait, ni sucre, ni dignité, juste de l'eau chaude et brunée de l'espoir. Mais ça les faisait tenir le coup. Les biscuits hardtack ont été conçus pour survivre aux soldats. Denses, crayeux et presque complètement insipides, ils avaient l'intégrité structurelle des tuiles de toiture. Ils servaient de plat, de sous-vert ou d'armure de fortune en cas de besoin. De nombreuses troupes affirmaient que leur problème dentaire ne venait pas du combat, mais d'avoir essayé de mordre dans ces biscuits. Ensuite, il y avait le bully beef, alias le corned beef en conserve. Il avait l'attrait visuel de la nourriture pour chat en conserve et la consistance du regret figé. Il était salé, huileux et pouvait être mangé chaud, froid ou avec le niveau approprié d'engourdissement émotionnel. Tu le tranchais, le faisais frire, le coupais en dés ou tu le regardais fixement jusqu'à ce que ton appétit quitte la tente. La ration standard comprenait également des œufs en poudre qui, d'une manière ou d'une autre, n'avaient pas du tout le goût d'œufs, de la confiture en conserve qui pouvait coller ta mâchoire et une poignée de chocolat à l'avoine et de fruits secs. Tous arrivaient dans des boîtes qu'il fallait un pied de biche et une prière pour ouvrir. L'armée britannique ne prétendait pas que sa nourriture était bonne, elle prétendait qu'elle était suffisante. Et en toute honnêteté, elle maintenait les soldats en vie, à peine. Les cuisines de campagne pouvaient parfois fournir des ragoûts, des pruneaux au ragoût et une surprise occasionnelle, un vrai œuf, une tranche de pain ou quelque chose qui ne soit pas immédiatement déprimant. Mais peu importe la nourriture, il y avait toujours du thé. Les obus pouvaient tomber, les camions pouvaient exploser, mais s'il y avait de l'eau chaude, il y avait une infusion. Et dans ce mug fumant dans une tranchée boueuse se trouvait la plus grande ration de la Grande-Bretagne, l'obstination dans une tasse. Au milieu de la guerre, les soldats britanniques ne se battaient pas seulement contre l'Axe, ils se battaient contre la fatigue des rations, un ennemi invisible qui se déguisait en une autre boîte de corned beef. Le système d'approvisionnement militaire britannique était maintenu ensemble avec de la ficelle, de l'espoir et un nombre suspect de formulaires en 3 exemplaires. Se battre sur plusieurs continents, de l'Afrique du Nord à l'Italie en passant par les jungles de Birmanie, signifiait que les rations devenaient de plus en plus bizarres à mesure qu'on s'éloignait de Londres,
et plus froide et souvent plus molle. Une ration au Caire pouvait arriver légèrement chaude et comestible. Une ration dans la jungle birmane pouvait arriver moisie, à moitié mangée par des fourmis et avec 2 semaines de retard. Et pourtant, les soldats la saluaient, la chauffaient et la mangeaient parce que c'est à ça que ressemblait la résilience britannique, mâchée silencieusement à travers le désespoir. L'eau était toujours bouillie, non seulement pour tuer les bactéries, mais parce que bouillir signifiait thé. Le thé était sacré. Les hommes risquaient le feu des snipers pour récupérer une bouilloire. Une tasse chaude pouvait faire la différence entre une dépression et un moment de dignité britannique dans la boue. Lorsque les fournitures étaient limitées, ce qui était souvent le cas, les soldats devenaient créatifs. Ils réhydrataient le lait en poudre dans de l'eau pour blanchir le thé, étalaient de la confiture sur le hardtack avec des baïonnettes et assaisonnaient la viande avec du sarcasme. Un soldat aurait fait un ragoût de bully beef, de raisins secs et de comprimés de vitamines écrasés. Le résultat était moralement discutable, mais techniquement de la nourriture. La nourriture en conserve était à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle durait éternellement, oui, mais elle nécessitait aussi de la force, des outils et parfois une intervention divine pour être ouverte. Les soldats ont développé des opinions bien arrêtées sur les conceptions des boîtes et ont passé des après-midi entiers à discuter des bonnes boîtes à clés par rapport à ces boîtes diaboliques sans poignée. Quand quelque chose de frais se présentait, un œuf, une miche de pain, un vrai légume, c'était une raison de célébrer ou de se méfier. Un soldat, après avoir reçu une tomate fraîche, la regardait pendant 1 heure avant de décider de la garder comme animal de compagnie. Malgré le rationnement, le manque de saveur et la douleur à la mâchoire induite par les biscuits, les troupes britanniques sont restées stoïques. Elles ont grogné avec dignité, ont fait des blagues sur leur propre digestion et, surtout, ont gardé leur calme et ont continué, de préférence avec du thé. Si le soldat américain avait des rations, l'Allemand avait de l'organisation et le Britannique avait du thé, le soldat japonais avait du riz et une capacité terrifiante à souffrir. L'armée impériale japonaise était construite sur l'endurance. On enseignait aux soldats que l'abnégation était noble et que la faim faisait partie de leur devoir, ce qui était pratique parce que la plupart d'entre eux étaient perpétuellement affamés. La ration de campagne japonaise standard n'était pas tant un repas qu'une suggestion polie. Le paquet typique contenait du riz blanc, de l'orge, du poisson séché, des prunes marinées, umeboshi, de la sauce soja concentrée et peut-être quelques bonbons durs. C'était compact, culturellement familier et sur le terrain, tout à fait insuffisant. Au début, les troupes partaient avec des rations pour plusieurs jours enveloppées dans du papier paraffiné ou stockées dans des boîtes en métal de style bento. Ça avait l'air soigné, organisé, bien pensé. Et puis elles sont arrivées dans la jungle. Dans des endroits comme la Nouvelle-Guinée, la Birmanie et Guadalcanal, l'humidité transformait le riz en bouillie moisie, les rats mangeaient les provisions et le poisson se gâtait plus vite que tes espoirs de victoire. Pour empirer les choses, la logistique militaire japonaise était, pour être généreux, un désastre. Les lignes d'approvisionnement étaient étirées, bombardées, bloquées ou oubliées d'exister. De nombreuses unités passaient des jours, voire des semaines, avec à peine une poignée de riz à partager entre elles. Les soldats cherchaient de la nourriture, pillaient des villages ou mangeaient des plantes de la jungle dont la valeur nutritionnelle variait de légèrement utile à halluciner puis s'effondrer. Dans les cas les plus désespérés, ils chassaient des lézards, des insectes ou même des rats. Un soldat a affirmé qu'il faisait une soupe à partir d'herbes bouillies et de cuir de bottes pour empêcher l'estomac de crier. À leur crédit, ou peut-être à leur horreur, les troupes japonaises se plaignaient rarement. Elles croyaient que la difficulté était honorable, affamée, glorieuse, pieds nus, inspirante. Le riz infesté de charançon ajoutait des protéines. Il y avait occasionnellement de la pâte miso ou du thé vert en poudre. Ils étaient prisés et thésaurisés comme des trésors de guerre. Une cuillère à café de thé pouvait remonter le moral, une pincée de sel pouvait faire pleurer quelqu'un. Mais dans l'ensemble, les calories étaient faibles, la souffrance était élevée et le moral venait souvent d'une pure discipline culturelle plutôt que de ce qui passait pour un repas. Le soldat japonais n'était pas seulement sous-alimenté, il était entraîné à être d'accord avec ça. Et d'une manière ou d'une autre, beaucoup d'entre eux ont continué à se battre, non pas à cause de ce qu'il y avait dans leur ventre, mais à cause de ce qu'il y avait dans leur esprit. Les jungles du Pacifique avaient l'air luxuriantes et vertes au loin, comme un paradis tropical, en supposant que tu ignores la maladie, les sangsues et l'odeur de mort lente. Mais pour les soldats des deux côtés, en particulier les Japonais, la jungle n'était pas une source de nourriture, c'était un piège mortel vers feuilleux avec de l'humidité et de l'altitude. Les lignes d'approvisionnement dans le Pacifique étaient notoirement instables. Les tempêtes tropicales, les blocus navals, les embuscades ennemies,
tout conspirait à faire de chaque livraison de riz, de haricots ou de poissons salés un acte de chance divine. Et quand la nourriture n'arrivait pas, la jungle n'était pas ton ami. De nombreuses unités japonaises se sont retrouvées coupées du réapprovisionnement pendant des semaines. Les soldats devaient compter sur la terre, ce qui aurait été bien si la terre avait la moindre idée de ce qu'ils faisaient. Malheureusement, la jungle était remplie de plantes qui avaient l'air comestibles mais ne l'étaient pas, d'animaux qui étaient comestibles mais trop rapides et d'insectes qui étaient non seulement non comestibles mais activement agressifs. Les rations gâtaient en quelques heures, les conserves rouillaient et se fermaient, le riz moisissait plus vite que tu ne pouvais allumer un feu. Un soldat à Guadalcanal a écrit « Tout ici est humide, même mon appétit est mouillé ». Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Quand ils avaient de la chance, des racines bouillies, des fruits sauvages, des grenouilles ou de la volaille de la jungle s'ils pouvaient les attraper. Quand ils n'avaient pas de chance, de l'écorce d'arbre, du cuir de chaussures, des tiges de palmiers pourrissantes ou de l'eau aromatisée au désespoir. Il existe des histoires de soldats faisant bouillir la même poignée de riz 3 fois pour extraire la moindre parcelle de subsistance. D'autres fermentaient ce qui restait en une bouillie amylacée à moitié morte connue uniquement sous le nom de colle de la jungle. Et puis il y avait les horribles rumeurs, les récits de cannibalisme parmi les unités affamées, en particulier pendant les sièges. Ce n'était pas répandu, mais ça arrivait. Des hommes poussés à bout par la guerre, l'isolement et le vide criards de leurs estomacs. S'il y a une chose qui peut dépouiller le romantisme du théâtre du Pacifique, c'est cette sombre petite note de bas de page. La maladie a suivi de près la famine. La malaria, la dysenterie, la dengue, toutes aggravées par la malnutrition. Les soldats tombaient, non pas à cause des balles, mais de la faim et de l'infection, lentement et invisiblement. La jungle se fichait pour qui tu te battais, elle ne te nourrissait pas, elle ne t'abritait pas, elle attendait juste que tu sois fatigué et ensuite elle te mangeait. La guerre peut détruire des villes, mais elle débloque aussi la créativité culinaire de personnes très affamées, très désespérées, avec des baïonnettes et une seule boîte de spam. Sur tous les fronts, les soldats ne se contentaient pas de manger des rations, ils négociaient avec elles, ils les échangeaient, les étiraient, les écrasaient, les faisaient frire et parfois ils adoraient les meilleures parties. La nourriture était du carburant, mais c'était aussi une forme de divertissement et occasionnellement une expérience de science folle. Dans les tranchées américaines, les GI transformaient les crackers de la ration K en crêpes improvisées, les mélangeant avec des œufs empoudrés de la crème à café, puis faisant frire le résultat sur un petit feu. Le produit final avait le goût du désespoir, mais du désespoir chaud, ce qui était au moins réconfortant. Le fromage en conserve fondait en une pâte huileuse sur des haricots chauds pour créer une fondue de tranchée. Le spam, tranché, frit à la poêle et empilé entre des biscuits pour faire le sandwich le plus triste du monde. Même le chewing-gum trouvait de nouvelles utilisations, scellant des gourdes qui fuyaient ou soudoyant un type avec une cigarette supplémentaire. Les soldats britanniques, armés de leur hardtack indestructible et de bocaux mystiques de confiture, faisaient des sandwichs à la confiture en écrasant 2 biscuits avec de la confiture jusqu'à ce que leurs dents abandonnent. Une équipe en Afrique du Nord a mélangé avec succès du bully beef avec des fruits secs et l'a appelé délice du désert. Une autre a nommé son ragoût du soir truc parce que personne ne pouvait identifier ce qu'il y avait dedans, pas même le cuisinier. Sur le front de l'Est, les soldats soviétiques utilisaient des douilles vides comme marmites à soupe, faisaient bouillir du chou dans des casques et faisaient rôtir tout ce qui avait des jambes, y compris une saucisse allemande volée qui nécessitait 3 hommes pour la défendre. Même les Japonais, avec des provisions limitées, trouvaient des moyens de réutiliser les restes. Le riz était refait frire avec des légumes marinés pour créer des gâteaux de style onigiri et les algues séchées étaient thésaurisées pour aromatiser l'eau quand il ne restait plus rien d'autre. Ce n'étaient pas des repas gastronomiques, c'étaient des actes d'alchimie de temps de guerre. L'improvisation sur le terrain transformait l'ennui en morale, transformait pas assez en ça fera l'affaire et rendait beaucoup de nourriture légèrement moins terrifiante. Parce que quand t'es coincé dans une tranchée, une jungle ou une ferme en ruine, ta gamelle devient ta cuisine, ta baïonnette devient une spatule et ton repas un miracle que t'aies survécu assez longtemps pour le manger. Longtemps après que les armes se soient tues, longtemps après que les uniformes aient été rangés et les médailles emballées dans des tiroirs, une chose est restée avec les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, la nourriture, ou plus précisément, le souvenir de la nourriture. Pour de nombreux soldats, les rations étaient plus qu'une simple subsistance, elles étaient la toile de fond de traumatisme, de camaraderie, de chagrin, d'ennui et d'espoir. Une bouchée de bully beef pouvait évoquer une tranchée en France, une bouffée de soupe aux choux ramenait les tranchées gelées à l'extérieur de Stalingrad, une boîte de spam n'était pas seulement de la viande, c'était un moment dans le temps. Certains se souvenaient de leur repas avec un humour noir.
Les vétérans américains plaisantaient en disant qu'ils avaient du mal à avaler une ration des comme si on leur devait de l'argent. Les troupes britanniques échangeaient des histoires en essayant d'échanger des biscuits hardtack avec des locaux pour se faire rire au nez. Un vétéran soviétique a affirmé qu'il ne pouvait pas manger de pain pendant des années après la guerre, pas parce qu'il le détestait, mais parce que ça ressemblait à un sol sacré. La nourriture marquait les frontières de la guerre. Une pomme fraîche signifiait que t'étais près d'une ferme et peut-être de la paix. Un ragoût chaud d'une cuisine de campagne signifiait que t'allais pas mourir ce jour-là. Même le mauvais café signifiait que quelqu'un se souciait assez de faire bouillir de l'eau. Puis il y avait les colis, ces précieux cadeaux venus de la maison qui remontaient le moral. Des barres de chocolat, des fruits secs, du lait en poudre, des notes manuscrites glissées à côté de biscuits. Ce n'était pas juste des douceurs, c'était des cordes de sauvetage émotionnel. Certains soldats les thésaurisaient, d'autres les partageaient. Quelques-uns les rationnaient, une bouchée à la fois, étirant l'espoir sur des semaines d'horreur. Et pourtant, certaines saveurs restaient trop longtemps. Les vétérans plaisantaient en disant qu'ils pouvaient encore goûter le métal de la boîte des décennies plus tard. Un GI jurait qu'il pouvait encore sentir le spam à chaque fois qu'il pleuvait. Un autre insistait sur le fait que ces cauchemars mettaient parfois en scène des œufs en poudre. Parce que quand tu manges à la guerre, tu ne nourris pas seulement ton corps, tu ancres ton existence, tu essaies de rester humain dans un monde devenu fou. Et ça veut dire que chaque repas, aussi fade ou bizarre soit-il, devient une partie de toi. Alors, la prochaine fois que tu balances un snack au micro-ondes, pense à ces soldats qui cuisinent avec du bois de chauffage, des baïonnettes et une pure détermination. Pour eux, chaque bouchée était la survie. Et le goût, ça ne partait jamais vraiment. L'encre était à peine sèche sur la Constitution américaine que la jeune République se retrouvait à brasser sa première crise majeure, une crise qui ne venait pas d'envahisseurs étrangers ou de factions politiques, mais de quelque chose de bien plus puissant, le whisky. Au début des années 1790, l'Amérique était fauchée. La guerre d'indépendance avait laissé la nation ensevelie sous les dettes et le nouveau gouvernement fédéral, dirigé par le président George Washington et le secrétaire au Trésor Alexander Hamilton, avait besoin d'un plan. Hamilton, toujours le cerveau fiscal, proposa une taxe d'accise sur les spiritueux distillés produits localement, le whisky étant le plus courant. Pour les élites urbaines et les marchands côtiers, ça semblait raisonnable. Mais à la frontière ouest, ça sonnait comme un coup de poing dans la figure d'un aristocrate à perruque poudrée. Là-bas, dans des endroits comme l'ouest de la Pennsylvanie, le whisky n'était pas juste une boisson, c'était une monnaie. Les agriculteurs distillaient leur surplus de céréales en whisky parce que c'était plus facile à transporter, moins périssable et bien plus rentable que les récoltes brutes. Échanger du whisky contre des biens et des services faisait partie de la vie quotidienne. Alors, quand le gouvernement fédéral a commencé à le taxer, beaucoup de gens de la frontière l'ont considéré non pas comme une mesure de revenu, mais comme une trahison, un rappel que le pouvoir revenait au même genre d'autorité distante dont il venait de se battre pour s'échapper. Pour empirer les choses, la structure fiscale elle-même semblait conçue sur mesure pour baiser les petits producteurs. Les grandes distilleries pouvaient payer un forfait annuel, mais les petits distillateurs, comme ceux qui peuplaient les collines des Appalaches, devaient payer au gallon. Traduction, le petit gars payait plus proportionnellement. Et avec les percepteurs fédéraux arrivant à cheval pour faire appliquer la nouvelle loi, les tensions ont commencé à monter. Au début, la résistance était mesquine. Les inspecteurs étaient menacés, les documents fiscaux étaient brûlés et les agents des revenus étaient poliment invités à se perdre. Mais bientôt, police est transformée en violent. Le goudron et les plumes ont fait leur retour. Les percepteurs étaient chassés de leur maison. Dans un cas, un agent des revenus a été déshabillé, attaché à un arbre et a vu ses cheveux coupés. Justice de la frontière, avec une touche de rage alimentée par la gnôle. Et Washington observait en silence, attendant, mais pas pour longtemps. Parce que ce qui avait commencé comme une protestation fiscale allait se transformer en un soulèvement armé qui allait tester la force de la Constitution et la détermination de Washington à la faire respecter. En 1792, la taxe sur le whisky n'était pas seulement impopulaire, elle était radioactive. Dans les communautés reculées de Pennsylvanie, du Kentucky et de Virginie, l'opposition se transformait, passant de grognements épars à une contestation coordonnée. Les percepteurs se familiarisaient avec deux sons, le bruit des fenêtres brisées et le claquement des coups de feu au-dessus de leur tête. Les comtés occidentaux de Pennsylvanie sont devenus l'épicentre de ce que beaucoup ont commencé à appeler une rébellion pure et simple. Des réunions se tenaient dans des tavernes et des cabanes où des fûts de whisky fait maison trônaient fièrement à côté de mousquets. Ce n'étaient pas juste des plaintes d'ivrognes, c'étaient des rassemblements organisés.
Les habitants formaient des milices, proféraient des menaces contre les fonctionnaires fédéraux et adoptaient même leurs propres résolutions condamnant la taxe. Certains refusaient de faire des affaires avec quiconque la payait. C'était en partie une protestation, en partie une mafia, avec un côté de gnôle de maïs. En 1793, les choses ont empiré. Les percepteurs et les sympathisants ont été victimes d'embuscades, fouettés et humiliés. Un homme a été capturé et défilé dans la ville avec une pancarte indiquant lâche accrochée autour de son cou. C'était comme le Boston Tea Party, mais plus ivre et avec une hygiène pire. Les tribunaux fédéraux ont répondu en délivrant des citations à comparaître pour traduire les rebelles en justice. Mais bonne chance pour signifier des documents juridiques dans un endroit où le shérif local pourrait faire partie de la foule. La région sombrait effectivement dans l'anarchie. Les responsables locaux fermaient les yeux ou se rangeaient discrètement du côté des insurgés. Le président Washington, habituellement calme et mesuré, a commencé à grincer de ses fausses dents. La rébellion du whisky menaçait non seulement l'ordre public, mais aussi la légitimité du droit fédéral lui-même. Si le gouvernement ne pouvait pas faire respecter ses propres impôts, quel était l'intérêt d'une constitution? Quel était l'intérêt d'un gouvernement? Pourtant, Washington ne s'est pas précipité. Il a envoyé des commissaires fédéraux pour négocier avec les rebelles, mais c'était comme essayer de servir du thé dans une bagarre de bar. Les rebelles avaient déjà formé des comités, tenu des conventions et, dans certains cas, parlé de sécession pure et simple. Ils se considéraient non pas comme des criminels, mais comme des patriotes qui s'opposaient à la tyrannie. Pendant ce temps, Hamilton, toujours le faucon, chuchotait à l'oreille de Washington, « Tu vas laisser ces types piétiner la Constitution, vraiment? Après tout ce qu'on vient de traverser ?» Alors Washington a pris une décision qui allait choquer les rebelles et établir un précédent historique. Il allait lever une armée fédérale contre son propre peuple. En 1794, la rébellion du whisky était devenue plus qu'une crise de colère arriérée, c'était un défi pur et simple à l'autorité fédérale. George Washington, qui avait mené une révolution à peine 10 ans auparavant, se retrouvait maintenant dans la position bizarre de diriger une armée contre des Américains, les citoyens même qu'il avait aidé à libérer. Et ce n'était pas une milice quelconque. Washington a appelé plus de 12 000 soldats, près de 3 fois la taille des forces qu'il avait à la bataille de Trenton. Cela comprenait les milices d'État du Maryland, du New Jersey, de Virginie et de Pennsylvanie. Beaucoup de ces troupes étaient des volontaires, mais d'autres étaient volontotolés. C'était la plus grande force fédérale jamais rassemblée aux États-Unis à ce jour et elle n'allait pas en guerre contre les Britanniques ou les Français, elle marchait vers l'ouest pour réprimer des agriculteurs en colère avec des fourches et des alambics de gnôle. Hamilton, ne voulant jamais rater un moment dramatique, a chevauché avec l'armée comme une version à perruque poudrée de Patton. Il était ravi. C'était son grand moment pour montrer que le gouvernement fédéral avait des dents et n'avait pas peur de mordre. Washington, bien que réticent, connaissait les enjeux. La rébellion n'était pas seulement une question d'alcool, elle concernait la question de savoir si les États-Unis pouvaient fonctionner comme une nation en vertu de la loi. Si les rebelles pouvaient effrayer les percepteurs et défier le Congrès sans conséquence, alors la Constitution pourrait tout aussi bien être utilisée comme bois d'allumage. Alors, pour la première et unique fois dans l'histoire américaine, un président en exercice a mené des troupes sur le terrain. Imagine la scène, l'homme le plus célèbre d'Amérique, un cheval à la foulée imposante, chevauchant vers l'ouest à travers les montagnes de l'Alleghany, non pas pour inspirer une révolution, mais pour en écraser une. Sa présence a envoyé un message glaçant, la rébellion serait accueillie non pas avec des brochures, mais avec des baïonnettes. Lorsque l'armée s'est approchée du cœur du territoire rebelle dans l'ouest de la Pennsylvanie, la réponse a été décevante. Les rebelles, qui avaient parlé fort dans les tavernes et incendié quelques maisons de percepteurs, se sont soudainement souvenus qu'ils avaient des corvées à faire. La plupart des chefs de file ont disparu, d'autres ont fui dans les bois ou ont adopté la défense je ne sais rien de rien. Il n'y aurait pas de grande bataille, pas de confrontation décisive. L'armée avait marché des centaines de kilomètres pour affronter une rébellion qui s'était évanouie comme du cidre éventé. Mais le message de Washington était clair, le gouvernement fédéral n'était pas une blague. Une fois la rébellion étouffée avant même qu'un seul coup de feu n'ait été tiré, les soldats ont fait demi-tour et sont rentrés chez eux. Et George Washington aussi. Mais maintenant, il fallait passer au nettoyage, arrestation, procès et justice, version fédérale. Une poignée de chefs rebelles ont été capturés, bien que chef soit peut-être généreux. Beaucoup des agitateurs les plus radicaux s'étaient évanouis dans la nature. Ceux qui restaient,
c'étaient quelques hommes malchanceux qui se sont fait prendre à cause d'un mauvais timing ou de mauvaises cachettes. 20 ont finalement été amenés à Philadelphie pour être jugés pour trahison. Les procès, cependant, ne se sont pas déroulés comme Hamilton aurait pu le rêver. Les preuves étaient lacunaires, les témoins avaient peur de témoigner et le jury, composé de leurs compatriotes pennsylvaniens, n'était pas exactement désireux de jeter leurs voisins dans un nœud coulant. Au final, seuls 2 hommes ont été reconnus coupables de trahison et même ce verdict est venu avec une dose de scepticisme. Ce n'étaient pas des seigneurs de guerre dangereux, c'étaient de pauvres agriculteurs qui avaient pris de mauvaises décisions. Et Washington, lui-même familier avec la rébellion, a choisi la clémence plutôt que la vengeance. Dans une décision qui en a stupéfié certains et en a rassuré d'autres, il a gracié les 2 hommes. Son message, oui, le gouvernement ferait respecter la loi, mais il ne deviendrait pas un tyran pour autant. Cet acte de clémence s'est avéré aussi important que la démonstration de force elle-même. Washington avait démontré sa force, mais il avait aussi fait preuve de retenue. Le gouvernement fédéral n'allait pas écraser les gens sous son talon comme une monarchie aurait pu le faire. Au lieu de cela, il dirigerait par la loi, tempéré par la justice. Pendant ce temps, Hamilton grommelait. Il voulait que plus de têtes roulent, métaphoriquement sinon littéralement. Il voyait la rébellion comme une preuve que le commun des mortels ne pouvait pas être confié à trop de liberté, surtout pas avec du whisky impliqué. Mais Washington comprenait l'enjeu plus profond, la légitimité ne vient pas de l'écrasement des crânes, elle vient de la démonstration que la nouvelle République peut équilibrer l'autorité et la compassion. La rébellion était terminée, mais le précédent qu'elle avait établi résonnerait pendant des générations. Les États-Unis avaient réussi leur premier véritable test de l'autorité fédérale et ne s'étaient pas effondrés dans le chaos. Pourtant, des questions subsistaient. Les futurs présidents utiliseraient-ils la même logique? La clémence suivrait-elle toujours le pouvoir? Et surtout, était-ce la fin de la rébellion à la frontière ou juste le début? Les armes étaient remisées, les rebelles graciés et les alambics de whisky ont tranquillement repris à bouillonner dans les collines. Mais politiquement, la rébellion du whisky a laissé une gueule de bois qui durerait des années. L'événement avait prouvé que le gouvernement fédéral avait le pouvoir de faire respecter ses lois, mais il avait aussi allumé la mèche de profondes divisions politiques qui couvaient déjà sous la surface. Au cœur du conflit, il y avait 2 visions opposées de l'Amérique. D'un côté, il y avait Alexander Hamilton et les fédéralistes, des amoureux de l'ordre, du commerce, d'un gouvernement central fort et de perruques poudrées qui pouvaient arrêter une balle. Ils voyaient la rébellion comme une preuve que la campagne indisciplinée avait besoin d'une gestion ferme. De l'autre côté, il y avait les républicains jeffersoniens, qui ne faisaient absolument pas confiance au pouvoir centralisé. Ils croyaient aux petits agriculteurs, au contrôle local et à la résistance au genre de dépassement de pouvoir gouvernemental dont ils s'étaient battus pour s'échapper lors d'une révolution. Pour eux, la réponse fédérale à la rébellion du whisky n'était pas un acte héroïque d'application de la loi, c'était un excès de zèle. Envoyer 12 000 soldats après des agriculteurs avec des barils de mou de maïs, c'était comme écraser une mouche avec un canon. Thomas Jefferson, alors vice-président de Washington, ne s'est pas retenu d'exprimer ses opinions en privé. Il a qualifié la marche fédérale d'aventure monarchique. Il croyait que la démonstration de force de Washington n'avait fait qu'éloigner davantage l'homme du commun du gouvernement et l'avait directement poussé dans les bras de la cause républicaine. Et en effet, à la suite de la rébellion, quelque chose de curieux s'est produit, le parti républicain a commencé à gagner du terrain à la frontière où la méfiance à l'égard de l'autorité fédérale avait été fermentée comme le whisky lui-même. Le soutien aux idéaux de Jefferson a grimpé en flèche. Ce n'étaient plus seulement des agriculteurs ivres et en colère, c'étaient des électeurs et ils étaient en colère d'être traités comme une bande de criminels pour avoir refusé une taxe qu'ils pouvaient à peine se permettre. La rébellion avait échoué militairement, mais elle avait réussi à galvaniser le sentiment antifédéraliste. Elle a contribué à accélérer la formation des premiers vrais partis politiques aux États-Unis, aiguisant le fossé entre ceux qui voulaient un État centralisé fort et ceux qui voulaient que les États prennent leurs propres décisions. Ainsi, alors qu'aucune guerre n'avait éclaté, une nouvelle sorte de bataille avait commencé, une bataille menée non pas avec des mousquets et des torchets, mais avec des bulletins de vote, des discours et de l'idéologie. À son cœur, la rébellion du whisky n'était pas seulement une question d'alcool, elle était une question de pouvoir et de ressentiment de classe. Pour les petits agriculteurs de l'ouest de la Pennsylvanie et au-delà, la taxe sur le whisky était plus qu'une dépense ennuyeuse, elle était un symbole de tout ce qu'ils craignaient à propos du nouveau gouvernement fédéral, qu'il soit dirigé par des élites pour des élites au détriment des travailleurs pauvres. La plupart des participants à la rébellion n'étaient pas des hors-la-loi, c'étaient des vétérans de la guerre d'indépendance,
des hommes qui s'étaient battus et avaient saigné pour une république qui, selon eux, leur tournait maintenant le dos. Ils revenaient des champs de bataille pour découvrir que le gouvernement même qu'ils avaient aidé à établir les pressait maintenant à sec, tout en se rapprochant des banquiers et des marchands de l'Est. C'était comme se battre contre un lion seulement pour rentrer à la maison et se faire botter par le chat de la maison. Pour empirer les choses, beaucoup de gens de la frontière se sentaient délibérément exclus de la participation politique. La représentation était déséquilibrée, leur voix était noyée par des politiciens urbains plus riches qui n'avaient aucune idée de ce qu'était la vie à l'ouest des Appalaches. Ajoutez à cela des taxes qui punissaient de manière disproportionnée les petits producteurs et tout cela sentait moins une politique économique qu'une guerre des classes, avec une odeur de whisky. Il y avait aussi la question de la façon dont la loi était appliquée. Les distillateurs plus riches pouvaient se permettre des avocats, des paperasses et le forfait annuel. Le pauvre type avec un alambic et 6 barils de mou, lui, recevait un huissier fédéral et une peine de prison potentielle. L'optique était terrible et la colère était réelle. De cette façon, la rébellion était un signe avant-coureur. Les tensions de classe n'allaient pas disparaître simplement parce que l'Amérique avait une constitution. Au contraire, la lutte entre les centres de pouvoir riches et les communautés rurales de travailleurs était intégrée à la recette. La rébellion du whisky n'était que la première tranche. Il est intéressant de noter que certains des rebelles les plus radicaux ont même adopté le langage de la Révolution française, qui se déroulait à la même époque. Ils parlaient de liberté, de tyrannie et des droits de l'homme. Pour Washington et Hamilton, ce genre de rhétorique était terrifiant. La dernière chose qu'ils voulaient, c'était un bain de sang à la parisienne se répandant dans la vallée de l'Ohio. Mais pour les rebelles du whisky, ces mots n'étaient pas dangereux, ils étaient une promesse qu'ils sentaient déjà avoir été brisée. La décision de George Washington de mener personnellement des troupes dans l'ouest de la Pennsylvanie était aussi audacieuse que risquée. À l'époque, beaucoup d'Américains voyaient la présidence comme un rôle quelque peu distant, presque cérémoniel, une sorte de modérateur exécutif pour un gouvernement qui se cherchait encore. Mais avec cette marche, Washington a brisé cette image. Il n'était pas une figure de proue passive, il était un exécuteur actif du pouvoir fédéral. Pour Washington, la rébellion du whisky était un test non seulement du droit et de l'ordre, mais de la légitimité même du système fédéral qu'il avait aidé à concevoir. La Constitution et maintenant, il la mettait en œuvre. S'il échouait, s'il permettait à la violence et à l'intimidation de l'emporter sur la législation, tout le projet pourrait s'effondrer. 13 États distincts pourraient rapidement décider qu'ils étaient mieux lotis en suivant leur propre voie. La rébellion, sous cet angle, n'était pas juste une crise de colère arriérée, c'était le canari dans la mine de charbon démocratique. L'implication personnelle de Washington a ajouté un poids énorme. Sa réputation était presque mythique. Il était le père de son pays, un homme vénéré par les vétérans, respecté par les citoyens et craint par les ennemis. Quand la nouvelle s'est répandue que Washington lui-même chevauchait vers l'ouest, de nombreux rebelles se sont fondus dans le paysage. Certains n'arrivaient pas à y croire. Washington, le héros de la liberté, marchait maintenant sur des citoyens à cause du whisky. Mais le pari a payé. Washington n'a pas eu besoin de tirer un seul coup de feu pour gagner. Sa seule présence a rétabli l'ordre et il a su quand s'arrêter. Une fois la rébellion dissoute, il s'est retiré. Il n'a pas occupé la région, n'a pas puni les masses, n'en a pas fait un procès spectacle. Il a juste rappelé à tout le monde fermement que la loi n'était pas facultative. Pourtant, tout le monde n'a pas applaudi. Certains, surtout dans le camp jeffersonien, ont accusé Washington d'utiliser la force militaire pour étouffer une dissidence politique légitime. Ils ont décrit la marche comme une réaction excessive, une démonstration de force exécutive qui aurait pu mal tourner rapidement. Même certains fédéralistes se sont inquiétés du précédent qui venait d'être établi. Pourtant, l'effondrement rapide de la rébellion a permis à Washington de quitter la présidence en beauté. Il avait fait respecter la loi sans devenir un tyran, il avait montré sa force sans cruauté. Mais en silence, Washington a compris que ce ne serait pas la dernière fois que l'unité de l'Amérique serait testée. Et la prochaine fois, le résultat pourrait ne pas être aussi peu sanglant. Bien que la rébellion du whisky se soit terminée presque sans un gémissement, ses échos se sont répercutés loin et largement, politiquement, juridiquement et culturellement. Avec le recul, ce conflit poussiéreux sur les céréales distillées a été l'un des tests de résistance constitutionnelle les plus importants de l'histoire américaine. Tout d'abord, il a établi un précédent essentiel, le gouvernement fédéral avait le droit et la capacité de faire respecter ses lois, même face à une opposition violente. Avant cela,
la Constitution avait été plus une théorie qu'une réalité. Les articles de la Confédération avaient montré à quel point un gouvernement décentralisé pouvait être faible et édenté. Et maintenant, la Constitution, avec les bottes de Washington sur le terrain, a montré ses muscles nouvellement acquis. Mais avec ce pouvoir est venue une crainte persistante. Beaucoup d'Américains, surtout dans les zones rurales, ont commencé à voir le gouvernement fédéral non pas comme un représentant de leur volonté, mais comme une élite orientale distante qui ne comprenait pas ou ne se souciait pas de la vie à la frontière. Les mêmes personnes qui avaient autrefois acclamé la Révolution chuchotaient maintenant sur l'oppression venant de Philadelphie et de New York au lieu de Londres. Culturellement, la rébellion du whisky est devenue une légende dans les collines des Appalaches. Des histoires ont été transmises de braves distillateurs qui se dressaient contre les agents fédéraux. Certaines ont été exagérées, d'autres romancées, mais toutes portaient le même message: le gouvernement ne te soutient pas toujours et si tu veux que quelque chose soit fait, parfois il faut plus qu'un vote, il faut un alambic, un fusil et quelques voisins en colère. Pendant ce temps, à Washington D.C., une nouvelle capitale était en cours de planification pendant les lendemains de la rébellion. Les législateurs prenaient des notes. Les futurs dirigeants feraient référence à la rébellion du whisky à chaque fois que des troubles civils menaçaient l'équilibre de la République. Était-ce le modèle, une démonstration de force rapide suivie d'une clémence? Ou un précédent dangereux de dépassement de pouvoir exécutif? Et puis il y avait le whisky lui-même. Ironiquement, malgré l'échec de la rébellion, la taxe n'a jamais fonctionné. Elle était coûteuse à faire appliquer, largement évitée et politiquement toxique. Au début des années 1800, sous la présidence de Jefferson, elle a été discrètement abrogée. Les rebelles ont perdu la bataille, mais d'une manière tordue, ils avaient gagné la guerre de l'opinion publique. La frontière n'a pas oublié, ni le gouvernement. Et les futurs présidents feraient face à leur propre rébellion, grande et petite, avec le fantôme de 1794 juste derrière eux, leur rappelant que l'ordre est fragile et que la République est toujours à un baril près de déborder. La rébellion du whisky peut sembler être une note de bas de page curieuse aujourd'hui, un chapitre original dans l'histoire américaine ancienne. Mais son héritage reste étonnamment vivant, tourbillonnant comme de la vapeur d'un alambic, influençant tout, du pouvoir présidentiel à la résistance rurale. D'une part, elle a montré au peuple américain que la Constitution n'était pas juste du parchemin et des promesses, elle avait des muscles. C'était la première fois que le gouvernement fédéral faisait appliquer une loi nationale avec des troupes et le fait qu'il l'ait fait sous la direction personnelle de George Washington lui a donné une gravité historique. Chaque président depuis a hérité de ce précédent. Lincoln, Eisenhower, même les présidents récents déployant la garde nationale lors de troubles intérieurs, tous tracent une ligne faible jusqu'en 1794 et un président à cheval. La rébellion a également injecté un scepticisme durable au cœur de la politique américaine. La méfiance de la frontière envers un gouvernement centralisé est devenue une partie essentielle de l'identité politique américaine. Peu importait que la rébellion ait échoué, elle a prouvé à des millions de personnes que les élites distantes pouvaient et allaient montrer leur pouvoir quand cela leur convenait. Cet esprit de défi rural, tu peux encore l'entendre dans les protestations contre les taxes, les arguments sur les droits des États et le profond amour américain du contrôle local. En bref, la rébellion a planté des graines de résistance qui n'ont jamais tout à fait disparu, elles ont juste fermenté. Le whisky lui-même, croyez-le ou non, a également récolté un étrange héritage. Loin d'être diabolisé, il est devenu un symbole d'indépendance et de courage. La substance même qui a déclenché une rébellion est maintenant portée à la santé dans les bars comme une fière tradition américaine. En fait, l'industrie américaine du whisky, en particulier le bourbon et le seigle, porte ses racines rebelles comme un insigne d'honneur. Tu trouveras des distilleries portant le nom des chefs de la rébellion, des bouteilles conçues pour évoquer l'esprit de la frontière et des slogans qui mettent pratiquement l'IRS au défi de venir frapper à nouveau. Et enfin, l'événement a appris à un jeune pays quelque chose de fondamental, la façon dont il répond à la dissidence dit tout de son identité. Washington a choisi à la fois la force et le pardon. Cet équilibre, un pouvoir tempéré par des principes, est devenu une pierre angulaire de l'idéal américain. Pas toujours suivi, bien sûr, mais toujours référencé. Alors, la prochaine fois que tu lèves un verre de bourbon ou de seigle, souviens-toi que ce n'est pas seulement de la liqueur dans cette bouteille, c'est une histoire de pouvoir, de protestation et d'une jeune république qui cherche à savoir quel genre de pays elle allait être. À la santé de la rébellion qui a aidé à définir une nation. Vers 1754 avant notre ère, le roi Hammurabi de Babylone a gravé son code maintenant célèbre sur une stèle massive en basalte, un monolithe juridique imposant destiné à effrayer les sujets et à affirmer la justice divine.
C'est l'une des premières tentatives connues de formaliser les lois dans l'histoire de l'humanité. Mais enfoui dans ces 282 articles se trouve quelque chose d'aussi ancien que la loi elle-même, la réglementation des femmes. Dans la Babylone d'Hammurabi, une femme n'était pas juste une personne, elle était un rôle, fille, épouse, veuve, mère. Chacun de ces rôles était assorti d'une définition juridique, d'une attente sociale et, si les choses tournaient mal, d'une punition. Par exemple, prenons le mariage. Les femmes pouvaient être mariées par leur père, essentiellement transférées d'un ménage à un autre. Une fois mariée, une femme était censée être fidèle. Si elle était accusée d'adultère, elle et son prétendu amant pouvaient être liés et jetés dans une rivière. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéralement ce que le texte prescrit. Cependant, si son mari décidait de lui épargner la vie, le tribunal était souvent d'accord. Romantique, d'une manière sinistre. Pendant ce temps, si un homme trompait sa femme, Hammurabi ne semblait pas si concerné. L'infidélité masculine n'était pas vraiment une nouvelle sensationnelle en Mésopotamie. Le déséquilibre était frappant, l'honneur féminin était l'honneur de la famille, tandis que l'honneur masculin était plus flexible. Mais toutes les lois n'étaient pas oppressives. Certaines dispositions offraient aux femmes des protections surprenantes, en particulier aux veuves. Une veuve avait le droit de rester dans la maison de son défunt mari et de gérer ses biens jusqu'à ce que ses fils atteignent l'âge adulte. S'il n'y avait pas de fils, elle pouvait même hériter directement. De cette façon, le code d'Hammurabi reconnaissait la capacité d'une femme à la responsabilité financière et juridique, mais seulement dans les limites strictes de la structure familiale. Il y avait aussi des lois sur le divorce. Une femme pouvait quitter son mari s'il était cruel ou négligent, mais le prouver n'était pas une mince affaire. Si ces allégations ne pouvaient pas être vérifiées, elle pouvait être qualifiée de menteuse et sévèrement punie. La justice n'était pas aveugle, elle louchait juste plus fort lorsque l'accusé portait un voile. Alors, que nous a enseigné le code d'Hammurabi sur les femmes dans l'ancienne Babylone? Qu'elles n'étaient pas invisibles. Loin de là. Elles étaient nommées, catégorisées, jugées et occasionnellement protégées, mais toujours à travers le prisme du contrôle. La loi leur donnait une place, mais rarement le pouvoir de la façonner. Voyageons de quelques centaines de kilomètres vers l'ouest depuis Babylone et avançons de quelques siècles et nous arrivons dans l'Égypte ancienne, une civilisation où les balances de la justice étaient personnifiées par Maat, la déesse de la vérité, de l'équilibre et de l'ordre cosmique. Et contrairement à beaucoup de leurs voisins, les Égyptiens avaient une vision étonnamment progressiste, au moins sur le papier, en ce qui concerne les droits légaux des femmes. Les femmes égyptiennes, riches ou pauvres, avaient le droit légal de posséder des biens, d'hériter des terres, de poursuivre et d'être poursuivies et même d'engager un divorce. Ce n'étaient pas que des droits théoriques gravés sur les murs des tombes, ils étaient pratiqués, en particulier dans les centres urbains comme Thèbes et Memphis. Les femmes pouvaient conclure des contrats, servir de témoins et laisser des testaments. Une femme pouvait diriger une entreprise, prêter de l'argent ou acheter des esclaves et du bétail. En bref, le droit égyptien reconnaissait les femmes comme des personnes morales, pas seulement comme des extensions de leur mari. Cette autonomie peut sembler en avance sur son temps et à bien des égards, elle l'était. Les femmes n'étaient pas enfermées hors des temples ou des tribunaux. En fait, les prêtresses jouaient des rôles juridiques et rituels importants et certaines ont même servi de juges ou de scribes. Des documents juridiques du Nouvel Empire montrent des femmes déposant des plaintes contre des parents masculins et gagnant. Mais, et il y a toujours un mais, cette liberté juridique relative était assortie de contraintes sociales. La plupart des femmes vivaient encore sous l'autorité d'un père ou d'un mari et, bien qu'elles puissent posséder des terres, elles étaient souvent censées les transmettre par le biais d'héritiers masculins. La loi disait oui, mais la société disait souvent pas tout à fait. Le mariage, bien qu'il ne soit pas une institution religieuse en Égypte, était toujours juridiquement contraignant. Les maris et les femmes pouvaient divorcer pour des raisons aussi variées que l'infertilité, l'infidélité ou même l'incompatibilité émotionnelle. Le divorce n'entraînait pas de stigmatisation sociale et les enfants étaient généralement pris en charge par la mère, qui conservait les droits sur sa dot et recevait souvent des biens supplémentaires. La punition en vertu de la loi était théoriquement égale, mais en pratique, la classe et les relations comptaient bien plus que le genre. Une femme noble pouvait s'en tirer avec des choses qui enverraient une paysanne directement au crocodile. Littéralement. Alors, l'Égypte ancienne était-elle une utopie féministe? Pas exactement. Mais comparée aux patriarchies rigides de la Mésopotamie ou de la Grèce ultérieure, elle offrait aux femmes quelque chose de rare, la possibilité de participer à la vie juridique en tant que personne, pas seulement en tant que bien. Dans un monde régi par les dieux et les pharaons, ce n'était pas une mince affaire.
Dans l'Inde ancienne, le monde juridique des femmes était régi par le dharma, l'ordre moral et social au cœur de la philosophie hindoue, codifié dans des textes comme le Manusmriti, loi de Manu. Ce cadre offrait un système profondément hiérarchique et axé sur les devoirs où les femmes étaient honorées, protégées et respectées tant qu'elles restaient à leur place. Le Manusmriti, compilé quelque part entre 200 avant notre ère et 200 de notre ère, avait beaucoup à dire sur les femmes, dont une grande partie était contradictoire. Sur une page, il déclarait que là où les femmes sont honorées, les dieux se réjouissent. Sur une autre, il avertissait qu'une femme ne doit jamais être indépendante. Le ton oscillait entre la révérence et la restriction, entre les louanges divines et la captivité domestique. Les femmes étaient légalement liées à des tuteurs masculins tout au long de leur vie, leur père pendant l'enfance, leur mari pendant le mariage et leur fils pendant le veuvage. Cette triade du contrôle masculin n'était pas seulement culturelle, elle était codifiée dans la loi. L'autonomie n'était pas l'idéal, l'obéissance l'était. Les lois sur le mariage étaient particulièrement rigides. Le devoir principal d'une femme était de se marier, de donner naissance à des fils et de servir son mari fidèlement. Le remariage des veuves était généralement mal vu ou carrément interdit, selon la caste et la période. Le sati, la pratique infâme où les veuves étaient censées se jeter sur le bûcher funéraire de leur mari, n'était pas universellement appliquée, mais trouvait une validation morale dans certains textes juridiques et religieux. Le Manusmriti ne l'ordonnait pas, mais il ne le condamnait pas non plus. Cela dit, il y avait des exceptions. Les femmes des castes supérieures recevaient parfois une éducation et pouvaient hériter de biens en l'absence d'héritiers masculins. Dans certaines régions et périodes, des traditions matrilinéaires ont survécu, en particulier dans le Sud. Les femmes pouvaient servir de conseillères, de poètes et même de dirigeantes, bien que ces cas soient rares et généralement exceptionnels. Le divorce était rare et généralement désapprouvé, bien que certains motifs, comme l'impuissance, la cruauté ou l'abandon, aient parfois été reconnus. Pourtant, c'était l'homme qui avait plus de liberté juridique pour se débarrasser d'un mariage. Les punitions aussi étaient genrées. Une femme prise en flagrant délit d'adultère pouvait être défigurée ou mise au ban. Un homme, lui, pouvait recevoir une amende ou une tape sur les doigts s'il avait un statut élevé. En bref, le droit hindou ancien enveloppait les femmes de couches de vénération et de restriction. Elles étaient sacrées, mais sacrées comme une statue de temple, pas comme une citoyenne libre, révérée, mais rarement habilitée. Quand on pense à la Grèce antique, on imagine souvent la démocratie, la philosophie et le théâtre. Mais pour la moitié de la population, les femmes, le système juridique était moins une question d'idéaux qu'une question d'invisibilité. En particulier dans l'Athènes classique, les femmes étaient juridiquement considérées non pas comme des individus, mais comme des mineures permanentes liées à la tutelle de leurs plus proches parents masculins à vie. Dans le droit athénien, les femmes ne pouvaient pas voter, posséder des biens indépendamment ou se représenter devant les tribunaux. Elles ne pouvaient pas conclure de contrat ou même quitter la maison sans une escorte masculine. Dans de nombreux cas, si le code d'Hammurabi définissait les femmes comme juridiquement subordonnées, Athènes a perfectionné l'art de les enfermer entièrement. Le mariage était plus une transaction immobilière qu'une union romantique. Le kyrio d'une femme, généralement son père ou son frère, organisait son mariage et elle emménageait dans la maison de son mari dans le cadre d'un échange de dot et de terres. Juridiquement, elle était transférée comme du bétail, un actif vivant et respirant transmis entre les hommes. Et pourtant, paradoxalement, sa fidélité avait une énorme importance juridique. Si une femme athénienne commettait l'adultère, son mari pouvait légalement divorcer immédiatement et tout homme pris avec elle pouvait être exécuté. Oui, exécuté sans procès. Ironie du sort, son mari pouvait coucher avec des courtisanes ou des esclaves sans répercussions juridiques. Les deux poids deux mesures n'étaient pas seulement courants, ils étaient intégrés à la structure juridique. Les femmes ne pouvaient pas engager de divorce elles-mêmes, mais elles pouvaient retourner à la maison de leur père si elles étaient abandonnées ou maltraitées. Cependant, toute action en justice en leur nom devait être intentée par un parent masculin. Même en cas de viol ou d'agression, une femme ne pouvait pas porter plainte, son kyrio devait parler pour elle. Il y avait des exceptions. À Sparte, les femmes jouissaient de plus de liberté. Elles pouvaient posséder des terres, recevoir une éducation et se promener librement. Mais les femmes spartiates étaient l'anomalie, pas la règle. Dans la plupart des cités-États, le nom d'une femme respectable était censé être prononcé le moins possible. La femme idéale était modeste, silencieuse et invisible. Et pourtant, dans l'ombre du droit grec, les femmes ont perduré. Elles ont élevé des générations, géré des foyers et, dans de rares cas, exercé une influence derrière le voile de la légalité. Mais officiellement,
elles n'étaient pas des citoyennes, elles étaient des ombres dans un système qui privilégiait la logique et la liberté pour les hommes seulement. Dans le monde de la Rome antique, la loi était un instrument puissant et, comme tout ce qui était romain, elle était profondément structurée, hiérarchique et pragmatique. Les femmes romaines n'étaient en aucun cas des citoyennes égales, mais comparées à leurs homologues grecs, elles occupaient un espace légèrement plus visible et juridiquement complexe au sein de la société. À la naissance, une femme romaine tombait sous la patria potesta, ou l'autorité absolue de son père. Au mariage, cette autorité pouvait soit être transférée à son mari, mariage cum manu, soit rester au sein de sa famille natale, mariage sin manu. Ce dernier est devenu de plus en plus courant au fil du temps et a permis aux femmes mariées de conserver des liens juridiques avec leur foyer d'origine et même de gérer des biens indépendamment dans certains cas. Ce changement a ouvert la porte aux femmes, en particulier aux veuves ou aux filles riches, pour posséder des domaines, gérer des entreprises et rédiger des contrats. Bien que les femmes ne puissent pas voter ou occuper des fonctions, elles pouvaient ester en justice, souvent avec un sponsor masculin, agir en tant que tutrice et accumuler des richesses. Pourtant, le droit romain traçait une ligne ferme autour du comportement féminin. La femme romaine idéale était pudica, modeste, loyale et obéissante. L'adultère, autrefois traité comme une infraction privée, est devenu un crime public en vertu des réformes morales d'Auguste. Une femme reconnue coupable pouvait perdre sa dot, être exilée ou pire. Pendant ce temps, l'infidélité d'un homme restait juridiquement non problématique. Encore une fois, le patriarcat manquait rarement une occasion d'en rajouter. Cependant, des rôles uniques offraient des exceptions. Les vestales, les prêtresses vierges de Vesta, étaient les seules femmes légalement libérées de la tutelle masculine. Elles prêtaient serment de chasteté pendant 30 ans en échange d'un immense prestige, d'une indépendance juridique et du pouvoir de gracier les prisonniers condamnés. Mais une rupture de vœu de chasteté signifiait être enterrée vivante. L'autorité divine avait des conséquences cruelles. Les matrones romaines, les femmes mariées respectables des classes supérieures, détenaient un pouvoir social important. Elles influençaient la politique par le biais de relations familiales, de mariages arrangés et même de rituels de deuil public. Le système juridique reconnaissait leur statut par des protections de propriété et des mécanismes juridiques comme la tutelle, un type de tutelle masculine qui, à l'époque impériale, était souvent symbolique. Ainsi, alors que les femmes romaines vivaient dans une cage juridique, les barreaux étaient espacés juste assez pour permettre le mouvement, surtout pour celles qui étaient nées dans la richesse et le prestige. Elles étaient contraintes, oui, mais jamais entièrement réduites au silence. Dans la société hébraïque ancienne, la loi n'était pas simplement une structure civique, c'était une instruction divine trouvée dans la Torah et plus tard interprétée par les rabbins. Ces textes religieux juridiques ont créé un cadre qui régissait tous les aspects de la vie, y compris les rôles, les droits et les restrictions imposées aux femmes. Et comme beaucoup de systèmes anciens, la loi les a à la fois élevés et limités. Au cœur du droit hébraïque se trouvait l'unité familiale, les femmes étant censées servir de colonne vertébrale morale et spirituelle du foyer, mais toujours sous l'autorité masculine. Les pères organisaient les mariages, les maris étaient les chefs de famille, les fils héritaient des terres. Les filles, en revanche, étaient censées se marier et apporter une dot avec elles, souvent sans droit d'héritage, à moins qu'il n'y ait pas de fils. Cependant, les femmes étaient loin d'être sans voix. La ketouba, un contrat de mariage, leur donnait une sécurité juridique sous la forme d'un soutien financier promis et énonçait les responsabilités dans le mariage. Si un homme ne fournissait pas de nourriture, de vêtements ou d'intimité, une femme pouvait demander le divorce, une disposition rare dans le monde antique. Mais elle ne pouvait pas l'engager directement. Un tribunal rabbinique ou ses proches masculins devaient plaider en sa faveur. Les lois sur l'adultère étaient extrêmement inégales. Une femme mariée surprise avec un autre homme pouvait être lapidée à mort selon la loi deutéronomique. Un homme surpris avec une femme mariée? Même punition. Mais si la femme n'était pas mariée ou était une esclave, les règles devenaient plus floues, se traduisant généralement par des amendes ou un mariage, selon le statut social impliqué. Dans les cas de viol, la loi exigeait une amende et le mariage avec la victime, un résultat que les lecteurs modernes trouvent, à juste titre, profondément problématique. Les lois sur la pureté rituelle ont également joué un rôle énorme dans la façon dont les femmes étaient légalement perçues. Pendant les menstruations ou l'accouchement, les femmes étaient considérées comme rituellement impures et étaient temporairement exclues de la vie religieuse et du contact physique. Ces lois ont renforcé les idées d'altérité féminine, pas nécessairement comme pécheresses, mais comme symboliquement mises à part. Et pourtant, la Bible hébraïque est pleine de femmes fortes et juridiquement importantes, Déborah, la juge, Ruth,
la veuve moabite qui navigue dans le système successoral, et Esther, qui contourne la loi royale pour sauver son peuple. Ces femmes étaient rares, mais leur présence révèle que la loi n'était pas toujours étanche et que l'audace, la sagesse et la foi pouvaient parfois créer un espace là où la loi avait fermé une porte. L'Empire achéménide, fondé par Cyrus le Grand au VIe siècle avant notre ère, régnait sur une population vaste et diversifiée, des Babyloniens et des Égyptiens aux Grecs et aux Mèdes. Et dans cet empire tentaculaire, le droit perse fonctionnait avec un niveau de tolérance et de pragmatisme rare dans de nombreuses sociétés anciennes. Cette flexibilité juridique s'étendait de manière intéressante aux femmes. Bien que le droit perse n'ait pas été codifié dans un seul monument comme le Code d'Hammurabi, les archives administratives, les documents judiciaires et les inscriptions révèlent que les femmes, en particulier les femmes d'élite, avaient une présence juridique considérable. En particulier, les femmes royales et nobles perses étaient parmi les plus autonomes du monde antique. À la cour royale, des femmes comme Atossa, fille de Cyrus le Grand et mère de Xerxès, exerçaient une immense influence. Elles contrôlaient de vastes domaines, donnaient des ordres aux administrateurs et apparaissaient dans les inscriptions impériales, non pas comme des figures décoratives, mais comme des propriétaires fonciers et des acteurs du pouvoir. Les archives des tablettes de fortification de Persépolis montrent que les femmes recevaient des rations, géraient des équipes de travail et supervisaient la production dans les domaines royaux. Ce n'étaient pas des cas isolés, les femmes de haut rang, en particulier celles qui étaient proches du roi, avaient l'autorité juridique sur le travail et les biens. Le droit du mariage et de la famille en Perse combinait les coutumes locales avec la supervision impériale générale. Dans la société perse, les femmes pouvaient posséder des biens, conclure des contrats et hériter des droits fonciers qui étaient parfois encore plus sûrs qu'en Grèce ou à Rome. Les dots étaient légalement protégés et les femmes pouvaient les récupérer si le mariage prenait fin. Le divorce était possible pour les hommes et les femmes, bien que la procédure ait souvent penché en faveur du mari, à moins qu'un abus grave ou une infertilité ne puisse être prouvé. Les lois sur les peines, cependant, étaient encore genrées. L'adultère était un crime capital, surtout pour les femmes. Mais contrairement à certaines cultures voisines, la méthode et la gravité de la punition variaient selon la classe sociale. Une femme noble pouvait être exilée ou assignée à résidence, tandis qu'une servante pouvait être exécutée. La loi, comme toujours, s'inclinait devant la hiérarchie. Le zoroastrisme, la religion dominante de l'Empire, a également influencé les opinions perses sur les femmes. Alors que spirituellement, les hommes et les femmes avaient des rôles dans le dualisme cosmique, les lois pratiques sur la pureté religieuse imposaient des restrictions sur les menstruations, l'accouchement et le contact corporel, faisant écho aux schémas observés dans les systèmes hébraïques et hindous. Dans l'ensemble, le droit perse offrait aux femmes un mélange curieux, la liberté par le rang, le respect par la religion et les limites par la coutume. Plus ton statut était élevé, plus ta voix juridique était forte. Dans la Chine ancienne, la loi n'était pas seulement un système de règles, c'était une expression d'harmonie, de hiérarchie et de moralité confucéenne. Et pour les femmes, cela signifiait vivre dans un cadre juridique et culturel qui les considérait principalement à travers le prisme des rôles familiaux et du devoir social, plutôt que des droits individuels. Les premières lois chinoises codifiées apparaissent sous la dynastie Zhou, mais c'est sous la dynastie Han, 206 avant notre ère à 220 de notre ère, que les structures juridiques ont commencé à se cristalliser aux côtés de l'idéologie confucéenne. Les enseignements confucéens ont mis l'accent sur les 3 obéissances, une femme doit obéir à son père avant le mariage, à son mari pendant le mariage et à ses fils pendant le veuvage. Ce n'était pas seulement un conseil moral, cela influençait les attentes juridiques réelles et les normes sociales. Les femmes étaient légalement subordonnées aux hommes dans presque tous les contextes. Elles ne pouvaient pas occuper de fonctions publiques, comparaissaient rarement devant les tribunaux de manière indépendante et étaient souvent exclues de l'héritage, en particulier dans les familles patrilinéaires. Une fille pouvait être chérie au sein de la maison, mais la loi la considérait comme temporaire, elle finirait par se marier, emportant sa dot avec elle. Le mariage était à la fois une alliance familiale et un contrat juridique. Un homme pouvait divorcer de sa femme pour des raisons aussi vastes que la jalousie ou la maladie, mais il ne pouvait pas le faire si elle n'avait pas de famille vers laquelle retourner, avait pleuré correctement ses parents ou lui avait donné des fils. Les femmes, en revanche, n'avaient aucun pouvoir juridique pour engager un divorce, à moins qu'un abus extrême ne puisse être prouvé. Et même dans ce cas, son cas dépendrait probablement de l'intervention de ses proches masculins. Les lois sur l'adultère reflétaient un fort parti pris sexiste. Une femme surprise en train de tromper pouvait être exécutée. Un homme qui trompait avec une femme mariée pouvait être puni, mais tromper avec une servante ou une concubine, c'était souvent négligé entièrement. L'honneur et la légitimité étaient étroitement liés au ventre de la femme. Pourtant,
il y avait des exceptions. Certaines dynasties ont vu l'ascension de femmes impériales comme l'impératrice Luzi et l'impératrice Wu, qui ont exercé un immense pouvoir politique, contournant parfois les codes juridiques pour satisfaire leurs ambitions. Et dans les villages paysans, les veuves qui géraient des ménages ou reprenaient des entreprises familiales pouvaient exercer une autorité informelle, même si la loi ne les reconnaissait pas formellement. En bref, le droit chinois ancien considérait moins les femmes comme des êtres autonomes que comme des stabilisateurs de l'ordre familial, essentiels au fonctionnement de la société, mais toujours secondaires aux hommes qui étaient censés maintenir son harmonie. Alors que nous prenons du recul et que nous regardons le monde antique, des ziggourats de Babylone au palais de Rome, de l'Inde védique à la Chine confucéenne, une chose devient claire, les femmes ont toujours été inscrites dans la loi, mais rarement à leurs propres conditions. Presque tous les systèmes juridiques anciens assignaient aux femmes un rôle au sein d'une structure dominée par les hommes. Que ce soit dans le Code d'Hammurabi ou le Manusmriti, l'hypothèse juridique fondamentale était que l'identité d'une femme était relationnelle, fille, épouse, mère, veuve. Ses droits et ses responsabilités découlaient des hommes qui l'entouraient. La loi la définissait, mais elle l'habilitait rarement. Certaines civilisations, comme l'Égypte et la Perse, offraient aux femmes plus d'autonomie, leur permettant de posséder des biens, de conclure des contrats et même d'hériter de richesses. Dans ces sociétés, les femmes nobles ou de haut rang pouvaient se tailler des poches d'autorité juridique, rivalisant parfois avec leurs homologues masculins. Mais de tels privilèges étaient loin d'être universels, ils dépendaient de la classe, de la famille et des circonstances plus que de toute croyance sous-jacente en l'égalité des sexes. D'autres sociétés, comme la Grèce et Rome, ont développé des systèmes juridiques sophistiqués tout en excluant simultanément les femmes de la vie publique. Les femmes grecques étaient juridiquement invisibles. Les femmes romaines avaient plus de pouvoir, mais vivaient toujours dans un échafaudage de tutelle masculine et d'attente sociale. En Chine, les valeurs confucéennes ont durci l'idéal de la féminité obéissante en attente juridique. La loi ne concernait pas seulement la punition, elle visait à préserver l'harmonie cosmique et cela signifiait que tout le monde, en particulier les femmes, connaissait sa place dans l'ordre social. De même, dans le droit hindou, la vénération des femmes coexistait inconfortablement avec un contrôle strict et une prescription morale. Les lois religieuses, telles que la halakha juive ou les codes de pureté zoroastriens, plaçaient souvent les femmes à l'intersection du sacré et du profane. Le corps d'une femme pouvait apporter l'honneur ou l'impureté, la bénédiction ou le danger, selon la façon dont elle suivait les règles. Et pourtant, au sein de ces systèmes, les femmes se sont adaptées, ont résisté et ont perduré. Elles ont trouvé des moyens d'exercer une influence par le biais de la famille, de la foi, des biens ou d'une détermination pure et simple. Leurs histoires ne sont peut-être pas toujours gravées dans des stèles de pierre ou reprises dans les anciens tribunaux, mais elles ont agi sous la surface, façonnant les ménages, les dynasties et des civilisations entières. En fin de compte, les anciens codes juridiques nous disent non seulement comment les sociétés traitaient les femmes, mais aussi comment elles définissaient le pouvoir lui-même et qui, selon elles, méritait de l'exercer. Bien avant Wall Street, avant les coffres-forts, les billets de banque et les comptes d'épargne, la banque a commencé dans les villes de briques de terre de la Mésopotamie antique, le berceau de la civilisation. Et étonnamment, les premiers banquiers n'étaient pas des financiers en costume, c'étaient des prêtres. Dans des villes comme Uruk, Lagash et plus tard Babylone, les temples n'étaient pas seulement des centres religieux, ils étaient les cœurs administratifs et économiques de la vie urbaine. Ces ziggourats imposantes et leurs complexes environnants agissaient à la fois comme des sanctuaires spirituels et des centres financiers. Les agriculteurs et les marchands ne venaient pas seulement prier, ils venaient déposer du grain, recevoir des prêts et régler des dettes. Pourquoi les temples? Parce que c'étaient les institutions les plus stables et les plus fiables. Les dieux ne s'enfuyaient pas avec ton argent et la prêtrise avait une armée de scribes pour tenir des registres méticuleux. Quand un agriculteur livrait une partie de sa récolte au grenier du temple, il recevait une tablette d'argile avec une inscription cunéiforme, la quantité stockée, la date, le nom du déposant et parfois un témoin. Ce n'était pas seulement un reçu, c'était une forme précoce de chèque. Ces reçus pouvaient ensuite être transférés. Un agriculteur endetté pouvait remettre sa tablette à un créancier en guise de remboursement. Un marchand pouvait les utiliser pour acheter des marchandises ou régler des comptes. De cette façon, la tablette d'argile est devenue l'ancêtre des billets à ordre, des bordereaux de dépôt et des reconnaissances de dettes. Les temples accordaient également des prêts, non seulement en grains, mais aussi en argent, en moutons et en autres marchandises. Les taux d'intérêt étaient élevés selon les normes modernes, généralement autour de 20% pour le grain et de 33% pour l'argent. Ce n'étaient pas des transactions anodines non plus.
le défaut de paiement d'un prêt au temple pouvait entraîner la perte de terres, de biens ou même de liberté personnelle. Il est intéressant de noter que le concept d'intérêt composé était compris et craint. Certains codes juridiques, comme ceux d'Hammurabi, ont tenté de limiter ou de réglementer les pratiques d'intérêt. D'autres ont officialisé l'esclavage pour dette comme punition. C'était la banque dans sa forme la plus brute, la plus primitive, à la fois brillante et brutale. Ainsi, alors que les banques modernes peuvent être des tours de verre et des feuilles de calcul, leurs os sont anciens. Les premiers systèmes financiers ne sont pas nés sur les marchés, ils sont nés dans les temples et en Mésopotamie. Les dieux ne jugeaient pas seulement ton âme, ils équilibraient aussi tes livres. Au moment où Babylone a pris de l'importance sous des rois comme Hammurabi au XVIIIe siècle avant notre ère, la banque mésopotamienne était devenue plus sophistiquée et plus personnelle. Alors que les temples et les palais restaient des acteurs économiques importants, une nouvelle classe de professionnels de la finance a commencé à émerger, les prêteurs privés. Ces premiers financiers ne travaillaient pas dans des halls de marbre, ils menaient des affaires dans d'humbles maisons, des étals de marché ou même à côté des cours du temple. Mais ils avaient une chose que les temples n'avaient pas, la flexibilité. Là où les prêts des temples étaient souvent saisonniers et liés aux cycles agricoles, les prêteurs privés pouvaient adapter des accords pour les marchands, les commerçants et les artisans, offrant des prêts en argent, l'unité monétaire préférée de Babylone. L'argent n'était pas encore frappé en pièces, cette innovation viendrait bien plus tard. Au lieu de cela, il était pesé au cycle et les prêts étaient documentés sur des tablettes d'argile. Ces tablettes détaillaient l'emprunteur, le prêteur, le montant prêté, le taux d'intérêt, la date de remboursement et parfois même les garanties. Si un débiteur faisait défaut, les prêteurs pouvaient légalement saisir des terres, des biens ou même des membres de la famille. Certains contrats ressemblaient plus à des menaces qu'à des accords. Une innovation fascinante a été l'essor des prêts à responsabilité conjointe, où 2 personnes ou plus partageaient la responsabilité du remboursement. Cela a permis de réduire le risque du prêteur et à semer les graines de ce que nous appelons aujourd'hui les prêts cosignés. La dette était omniprésente dans la société babylonienne. Les agriculteurs empruntaient pour planter des cultures, les marchands empruntaient pour financer des expéditions de caravanes et les constructeurs contractaient des prêts pour de grands projets de construction. L'esclavage pour dette était un risque réel, mais la loi a finalement commencé à réagir. Le célèbre code d'Hammurabi offrait un certain soulagement. Par exemple, si une tempête détruisait tes récoltes, tu pouvais être exempté d'intérêt cette saison-là. Babylone a également introduit des billets à ordre et des lettres de crédit, utilisés pour transférer de l'argent sur de longues distances sans transporter d'argent physique. Ces outils ont permis aux riches marchands de développer le commerce et de déplacer de l'argent sans risque de vol, une protoforme du réseau bancaire moderne. Il est facile de considérer la banque comme un système moderne lié aux cours boursiers et aux taux d'intérêt. Mais à Babylone, les mêmes mécanismes, prêts, garanties, intérêts et risques, façonnaient déjà les vies et les moyens de subsistance. Leurs outils étaient faits d'argile, pas de code, mais le jeu était à peu près le même. Dans l'Égypte ancienne, la vie économique tournait autour de 2 constantes, le Nil et les greniers du pharaon. Bien que l'Égypte n'ait pas développé un système bancaire formel de la même manière que la Mésopotamie ou plus tard la Grèce, elle a néanmoins maintenu des pratiques financières sophistiquées enracinées dans les temples, les trésors royaux et les systèmes massifs de stockage administrés par l'État. Au lieu de pièces de monnaie ou de cycles d'argent, l'économie égyptienne était construite sur le grain. Le blé et l'orge n'étaient pas que de la nourriture, c'était de la monnaie. Les impôts, les salaires et les dettes étaient souvent mesurés en sacs de grains et ceux-ci étaient stockés dans de vastes greniers centralisés. Comme les temples babyloniens, les temples égyptiens fonctionnaient à la fois comme des centres religieux et économiques, servant de sites de stockage sécurisés et de bureaux d'archives financières. Les scribes enregistraient chaque livraison, retrait et transaction étaient consignés sur des tessons de poterie en autruche ou des rouleaux de papyrus. Ceux-ci servaient de reçus, de contrats et même de formes primitives de chèques. Si tu déposais 10 sacs de céréales au grenier du temple à Thèbes, tu pouvais recevoir un reçu qui pouvait être échangé ou présenté ailleurs pour récupérer une quantité équivalente, un précurseur des traites bancaires modernes. Les prêts étaient courants. L'agriculteur pouvait emprunter des semences pour planter au printemps avec la promesse de remboursement après la récolte, généralement avec des intérêts. Les taux d'intérêt variaient, mais un taux d'intérêt de 25 à 30% sur les céréales n'était pas inhabituel. Ces prêts étaient appliqués par les scribes et les fonctionnaires locaux, et le défaut de paiement pouvait entraîner la confiscation de terres, de bétail ou même de travail. Contrairement à Babylone, cependant, les prêts privés en Égypte étaient plus restreints. L'État jouait un rôle dominant dans l'organisation des échanges économiques. Les hauts fonctionnaires,
les prêtres et les administrateurs royaux étaient les principaux acteurs de l'activité financière à grande échelle. Pourtant, il existe des archives survivantes de particuliers, en particulier des femmes, agissant en tant que prêteurs et créanciers dans les communautés locales. Ces cas étaient moins courants, mais ils démontrent un niveau d'autonomie financière locale qui n'est pas souvent reconnu. La frappe de pièces de monnaie n'a été introduite que pendant la période tardive, influencée par des puissances étrangères comme les Perses et plus tard les Grecs. Mais même dans ce cas, les Égyptiens préféraient les céréales et les systèmes de troc à la monnaie métallique, preuve qu'une économie fonctionnelle n'a pas besoin de pièces de monnaie, juste de confiance, de stockage et de registre. Ainsi, bien que l'Égypte ait manqué des colonnes élégantes d'une banque romaine ou des contrats agressifs de Babylone, elle a géré une économie étanche basée sur le temple, construite sur le grain, l'écriture et la bureaucratie, et a jeté les bases d'une infrastructure financière qui a duré des milliers d'années. Avec l'essor des cités-États comme Athènes et Corinthe au VE siècle avant notre ère, la Grèce antique a introduit deux révolutions financières, la pièce frappée et le changeur de monnaie. Contrairement à la Mésopotamie ou à l'Égypte, où le grain et l'argent étaient les monnaies dominantes, les Grecs ont adopté la monnaie métallique comme norme publique, estampillée, réglementée et garantie par l'État. Ce changement a créé une nouvelle classe de professionnels de la finance, les trapézités, nommés d'après la trapéza ou la table à partir de laquelle ils travaillaient dans l'agora animée. Ces hommes fonctionnaient comme des changeurs de monnaie, des preneurs de dépôt, des prêteurs et parfois même des financiers purs et simples. Ils échangeaient des pièces étrangères, gardaient de l'argent en lieu sûr, offraient des prêts et tenaient même des comptes pour leurs clients, une forme rudimentaire de compte courant. Besoin d'envoyer de l'argent à une autre cité-État? Pas de problème, les trapézités pouvaient émettre une traite écrite, permettant aux marchands d'éviter de voyager avec une monnaie lourde et sujette au vol. Si cela ressemble à un virement bancaire, c'est parce que c'en était un, bien qu'avec plus de sable et moins d'algorithmes. Le prêt était une énorme partie de la banque grecque. Les taux d'intérêt étaient généralement élevés, en particulier pour les entreprises risquées comme le commerce maritime. Certains prêts portaient des intérêts de 100%, justifiés par le danger de naufrage, de piraterie ou de tempête. Ceux-ci étaient garantis par des contrats maritimes qui comprenaient des détails sur la cargaison, la route, le remboursement et la garantie. Si le navire coulait, le prêt était annulé. S'il revenait avec de gros bénéfices, le marchand et le prêteur pouvaient faire fortune. Les citoyens privés pouvaient également agir en tant que prêteurs. Les Athéniens riches investissaient souvent dans des prêts plus petits garantis par des biens ou des esclaves. Ces transactions étaient documentées devant des témoins et des scribes et pouvaient être appliquées devant les tribunaux. En fait, les tribunaux grecs étaient inondés d'affaires de dettes, un signe précoce que l'argent, la confiance et les poursuites sont des compagnons de lit éternel. Et pourtant, les banques en Grèce n'étaient pas des institutions formelles comme on pourrait s'y attendre aujourd'hui. Elles ressemblaient plus à des pigistes de la finance avec de sérieuses réputations. Il n'y avait pas de licence, pas de réglementation et pas d'assurance gouvernementale. Si ton trapézité quittait la ville avec ton dépôt, tant pis, la confiance était tout et elle pouvait être brisée en un clin d'œil. Malgré ces risques, le monde financier grec a prospéré. Il a permis le commerce, soutenu la construction d'empires et même financé des guerres. Dans une ville où la logique et le débat régnaient, les contrats, les registres et les taux d'intérêt régnaient également. La Grèce antique nous a appris qu'une fois que tu estampilles une pièce et lui attribues une valeur, le reste suit, de la dette au profit, en passant par le risque et la ruine. Au moment où Rome régnait sur la Méditerranée, la banque avait évolué, passant des prêts à petite échelle à un moteur financier à part entière qui alimentait un empire. Les Romains, toujours pragmatiques, n'ont pas inventé la banque, mais ils l'ont perfectionnée, développée et intégrée profondément dans le tissu de la vie quotidienne. Au cœur de la finance romaine se trouvaient les argentarii, l'équivalent romain des banquiers. Ces hommes opéraient à partir de tabernées, des boutiques près du forum, et agissaient comme des changeurs de monnaie, des preneurs de dépôts, des prêteurs et des agents. Ils échangeaient des pièces de tout l'empire, gardaient des dépôts privés en lieu sûr, versaient des prêts et effectuaient même des paiements entre des tiers. Les Romains riches, y compris les sénateurs, déposaient d'importantes sommes auprès de ces banquiers, qui tenaient des registres appelés rationes, les ancêtres de nos livres de comptes modernes. Un client pouvait autoriser un banquier à payer une autre personne en utilisant son dépôt, créant ainsi une version précoce du chèque. Tu veux envoyer de l'argent à Carthage ou à Alexandrie? Pas besoin de préparer un sac de pièces, ton banquier pouvait émettre une lettre de crédit. Le véritable carburant de la banque romaine, cependant, était le crédit. Les prêts ne servaient pas qu'aux urgences, ils étaient utilisés pour le commerce, les achats de terres, les projets de construction,
même les campagnes électorales. Prêter à intérêt, généralement autour de 12%, bien que cela puisse être plus ou moins élevé selon le risque, était légal, bien que soumis à une réglementation. Habituellement, la perception de taux d'intérêt excessivement élevés était mal vue, mais souvent ignorée. La garantie était essentielle. Les terres, les esclaves ou les revenus futurs pouvaient tous garantir un prêt et Rome disposait d'une application juridique robuste. Si tu ne payais pas tes dettes, tu pouvais être traîné devant les tribunaux, voir tes biens saisis ou, dans des cas extrêmes, être réduit en esclavage. Contrairement aux sociétés antérieures, Rome permettait aux sociétés de financiers, connues sous le nom de Societat Publicanorum, Publicani, de gérer des contrats gouvernementaux à grande échelle, y compris la perception des impôts. Il s'agissait d'entreprises à but lucratif avec des investisseurs, des gestionnaires et des actionnaires, ce qui les rendait étrangement similaires aux banques modernes et aux fonds spéculatifs. Pourtant, il y avait des risques. Les banquiers romains n'étaient pas soutenus par l'État et des crises financières se sont produites. Les archives montrent que certaines maisons bancaires se sont effondrées, déclenchant des vagues de panique. Ça te dit quelque chose? Dans le monde romain, l'argent circulait à travers les temples, les forums et les domaines, liant les agriculteurs, les commerçants, les soldats et les sénateurs. Et à mesure que l'empire grossissait grâce aux conquêtes, ces systèmes financiers s'étiraient comme des routes invisibles reliant les gens, non pas avec de la pierre, mais avec du crédit, de la dette et des intérêts. Avant que le concept de banque centrale n'existe, l'idée du contrôle de l'État sur la monnaie révolutionnait déjà le fonctionnement des économies dans les temps anciens. Le pouvoir de frapper des pièces de monnaie n'était pas seulement économique, il était politique. Quiconque émettait la pièce détenait la confiance du peuple et cette confiance est devenue la colonne vertébrale des premiers systèmes bancaires. Les premières pièces de monnaie sont apparues en Lydie, Turquie moderne, vers 600 avant notre ère, faites d'électrum, un alliage naturel d'or et d'argent. Ces pièces estampillées ont marqué un passage du métal pesé à une monnaie normalisée. Plus besoin de mesurer des morceaux d'argent dans un marché poussiéreux, maintenant la valeur pouvait être vérifiée d'un coup d'œil. D'autres civilisations ont rapidement adopté l'idée. Les Grecs ont frappé des drachmes, les Perses ont émis des darics et les Romains ont construit un empire entier sur des deniers. Ces pièces portaient des symboles d'État, des images de dieux ou de dirigeants et des inscriptions, non seulement pour représenter la valeur, mais pour signaler la légitimité et le contrôle. Une pièce était autant un outil de propagande qu'un outil financier. Avec la monnaie soutenue par l'État sont apparus de nouveaux comportements financiers. Des hordes de pièces étaient stockées dans les temples, les ménages et les trésors des marchands. Le prêt est devenu plus facile et plus portable. Les pièces pouvaient circuler rapidement à travers les cités-États et, avec des poids et une teneur en métal uniforme, les commerçants pouvaient déplacer des marchandises à travers les frontières avec confiance. À leur tour, les premiers banquiers, des prêteurs mésopotamiens aux argentariés romains, se sont adaptés à cette nouvelle certitude. Ils n'avaient plus besoin de tester les poids ou la pureté aussi souvent. Au lieu de cela, ils suivaient les pièces par type, année et émetteur. Cette cohérence a réduit les frictions transactionnelles, développé les routes commerciales et rendu les prêts plus prévisibles. La frappe de pièces a également joué un rôle dans l'inflation et la politique monétaire, bien que sous des formes brutes. Les dirigeants pouvaient dévaluer les pièces en mélangeant des métaux moins chers au mélange, étirant ainsi le trésor, mais sapant la confiance. Les empereurs romains l'ont fait notoirement pour payer leurs armées, déclenchant des cycles de dévaluation et d'instabilité économique. Pourtant, l'idée est restée, une monnaie soutenue par un État, estampillée de son symbole et garantie en valeur. Ce concept a jeté les bases de tout, des pièces d'or médiévales à la monnaie fiduciaire moderne. D'une certaine manière, chaque pièce antique était plus qu'un simple morceau de métal, c'était une promesse, un contrat et un outil d'empire. Elle te disait non seulement combien quelque chose valait, mais qui avait le pouvoir de décider. Dans le monde antique, la frontière entre la foi et la finance était souvent mince, si elle existait même. Les temples ne servaient pas seulement les dieux, ils servaient aussi de premiers coffres-forts, de banques et de bureaux de prêt. Pourquoi? Parce que les gens faisaient confiance aux dieux bien plus qu'ils ne faisaient confiance aux rois, aux marchands ou aux prêteurs itinérants. Prends Delphes par exemple. Le sanctuaire d'Apollon n'était pas seulement une destination religieuse, c'était une puissance financière. Les cités-États y stockaient des fonds de guerre, les riches particuliers y déposaient des fortunes et des trésoreries étaient construites dans les enceintes des temples. Les centres religieux comme Délos, Éphèse et Jérusalem agissaient également comme des banques de facto, offrant sécurité, prestige et des scribes qui tenaient des registres précis. Un coffre-fort sous surveillance divine était considéré comme plus sûr que n'importe quelle maison ou forteresse.
Ces temples jouaient plusieurs rôles financiers. Ils détenaient des dépôts, accordaient des prêts et, dans certains cas, percevaient même des intérêts. En Mésopotamie, dès le 3e millénaire avant notre ère, les prêtres des temples supervisaient les systèmes de prêts où les emprunteurs remboursaient avec du grain ou de l'argent. En Égypte, les greniers des temples stockaient des richesses, émettaient des reçus et facilitaient le commerce. En Grèce et à Rome, les temples détenaient fréquemment des fonds publics, protégeaient le butin de guerre et garantissaient des constructions et des festivals, le tout sous le sceau sacré d'une divinité. Et les temples n'étaient pas que des coffres-forts passifs, ils prêtaient activement de l'argent. À Athènes par exemple, le temple d'Athéna sur l'Acropole prêtait de l'argent à l'État à intérêt pour financer de grands travaux publics. Apparemment, les dieux étaient des créanciers patients. La religion fournissait également le cadre éthique de la finance. Le droit hébraïque ancien par exemple interdisait de facturer des intérêts aux autres Israélites, mais l'autorisait pour les étrangers, une frontière morale qui mêlait identité spirituelle et politique économique. Les textes du Dharma hindou énonçaient des règles pour le prêt équitable, le remboursement de la dette et même les conséquences spirituelles de la mauvaise conduite financière. Bien sûr, ces systèmes n'étaient pas sans défaut. Les temples pouvaient être pillés en temps de guerre, les ecclésiastiques pouvaient être corrompus. Mais pour la majeure partie du monde antique, les temples étaient les institutions les plus fiables, durables et renforcées par la crainte divine. Ainsi, lorsque tu imagines la banque antique, n'imagine pas seulement des pièces poussiéreuses et des prêteurs drapés, imagine des statues dorées, de l'encens et des colonnes de marbre. Parce que pendant des milliers d'années, l'endroit le plus sûr pour mettre ton argent n'était pas sous un matelas, c'était sous le regard vigilant des dieux. Bien avant l'invention des cartes de crédit ou des calculateurs d'hypothèque, les économies anciennes fonctionnaient sur un système qui était étonnamment familier, emprunter maintenant, payer plus tard, avec intérêt. Que tu sois un agriculteur mésopotamien, un marchand grec ou un sénateur romain, si tu avais besoin de capital, tu allais voir un prêteur. Mais les anciennes règles de prêt étaient souvent plus dures et les conséquences du défaut de paiement bien plus personnelles. L'intérêt n'était pas seulement autorisé, il était attendu. À Babylone, les taux étaient élevés, 20% pour le grain, 33% pour l'argent, souvent capitalisés annuellement. Ces chiffres n'étaient pas considérés comme prédateurs, ils étaient standards. Un risque élevé signifiait une récompense élevée et les emprunteurs comprenaient que si la récolte échouait ou qu'une caravane ne revenait pas, ils étaient toujours responsables. Les templiers et les prêteurs privés ont fait fortune grâce à ces prêts et la dette impayée pouvait conduire à l'esclavage pour dette ou à la saisie de biens. Dans la Grèce antique, en particulier à Athènes, les taux d'intérêt variaient en fonction du risque encouru. Pour les prêts les plus risqués, les prêts maritimes, un prêteur pouvait avancer de l'argent pour financer un voyage commercial en sachant que le navire pouvait couler ou être saisi par des pirates. Pour compenser le risque, les taux pouvaient grimper à 100% ou plus. Mais si le navire revenait en toute sécurité, le marchand et le prêteur pouvaient faire une grosse affaire. Les Romains ont ajouté une force juridique à ces accords. Les contrats de prêt étaient écrits, attestés et scellés. Les garanties, terres, biens, esclaves, étaient enregistrés en détail. Si tu manquais un paiement, ton créancier pouvait t'emmener au tribunal, saisir tes biens ou, dans de rares cas, te forcer au travail forcé. Le droit romain a fixé un plafond d'intérêt de 12%, mais des failles et des exemptions ont rendu ce chiffre flexible, en particulier en période de stress économique. Malgré le risque, l'emprunt était courant. Les agriculteurs empruntaient des semences, les marchands empruntaient pour acheter des marchandises, les politiciens empruntaient pour financer leur campagne. Le prêt graissait les rouages des économies anciennes et le défaut de paiement était un aléa accepté. Et oui, la fraude et la manipulation faisaient partie du jeu. Les prêteurs exigeaient parfois des pots de vin ou ajoutaient des frais administratifs. Les emprunteurs pouvaient mentir sur les garanties ou disparaître entièrement. Sans code de crédit ni réglementation bancaire, la confiance et la réputation étaient essentielles. En fin de compte, les anciens prêts n'étaient pas seulement des outils financiers, c'étaient des jeux de pouvoir. Emprunter, c'était risquer plus que de l'argent, c'était miser tes terres, ta liberté, parfois même ta famille, sur la chance que demain soit meilleur ou du moins rentable. Des reçus de grains en Mésopotamie au registre d'argent de Rome, la banque antique n'était pas qu'une note de bas de page dans l'histoire économique, c'était la base. Ces premiers systèmes de dépôt, de prêts, d'intérêts et d'enregistrement financier n'ont pas seulement alimenté le commerce local, ils ont discrètement façonné l'architecture de la finance mondiale. Au cœur de chaque système bancaire antique se trouvait le même défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, la confiance. Les gens pouvaient-ils croire que le poids de l'argent était juste ?
Que le grain dans le grenier du temple ne se gâterait pas ou ne disparaîtrait pas. Que le prêteur ne disparaîtrait pas avec leur dépôt. Et de cette confiance, ou du besoin désespéré de celle-ci, sont née la tenue de registres, les contrats et, finalement, la finance institutionnelle. Les innovations étaient étonnantes pour leur temps. Les anciens Babyloniens ont développé des contrats de prêt avec des taux d'intérêt fixes, des conditions de remboursement et des témoins juridiques, le tout inscrit en cunéiforme. Les anciens Grecs ont été les pionniers des lettres de crédit, permettant de transférer des fonds entre les cités-États sans transporter de pièces. Les Romains ont créé des associations de banquiers et ont formalisé l'application de la dette dans le droit civil, construisant un système financier qui pouvait s'étendre de la Grande-Bretagne à la Syrie. Même aujourd'hui, des échos de la banque antique subsistent. Le chèque moderne a évolué à partir des reçus d'argile mésopotamiens. Le concept de prêt garanti trouve ses racines dans les pratiques babyloniennes et romaines. La banque centrale et la politique monétaire remontent à des dirigeants qui ont manipulé la pureté des pièces ou la richesse des temples pour financer des armées et des projets publics. Et qu'en est-il de la réglementation? Eh bien, il s'avère que les sociétés anciennes comprenaient trop bien les crises financières. À Babylone, les rois ont périodiquement déclaré le pardon des dettes pour prévenir l'effondrement social. Les empereurs romains ont parfois imposé des plafonds d'intérêt pour freiner les prêts prédateurs. Ce n'étaient pas seulement des décisions économiques, c'étaient des actes politiques visant à maintenir la société équilibrée et stable. Mais peut-être que le plus grand héritage de la banque antique est la réalisation que la finance n'est pas nouvelle. Les outils ont changé, les tablettes d'argile sont devenues des feuilles de calcul, les cycles d'argent sont devenus des monnaies numériques. Mais les comportements humains fondamentaux restent le risque, l'ambition, la confiance, la peur et l'espoir du gain. La prochaine fois que tu te connectes à ton application bancaire ou que tu glisses une carte de crédit, souviens-toi que tu ne fais rien de nouveau. Tu participes à un système qui a commencé avec des scribes dans des temples, des pièces estampillées par des rois et des agriculteurs misant leur récolte sur une meilleure saison. Et tout a commencé avec une idée simple, parfois, pour construire l'avenir, il faut emprunter au passé.